Bonjour et bienvenue au podcast Le Caplan roule sur le territoire. Cette fois-ci, Le Caplan roule, en fait, c'est un podcast qui met en valeur des entrepreneurs de la région de la Côte-Nord parce que leur travail est important pour notre écosystème social, notre écosystème économique. On souhaite parler des enjeux des entrepreneurs sur la Côte-Nord, de leur réalité également. Je me trouve actuellement au Edgar à Sept-Îles et je suis accompagnée d'une magnifique équipe. Moi, mon nom, c'est Anne-Édith Daou. Je suis la fondatrice de l'entreprise Caplan Côte-Nord, qui est une entreprise qui souhaite raconter, mettre en valeur la Côte-Nord, son territoire, par le biais de plusieurs projets, dont ce podcast-là, mais également une collection de vêtements à l'effigie de la Côte-Nord. Vous pouvez voir nos créations sur le site web caplan.ca. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je travaille avec une belle équipe qui est sur place aujourd'hui. Donc, il y a le groupe Nurture, qui est une compagnie de production vidéo qui juste en arrière des caméras et des micros, qui assure la captation, en fait, du son et de l'image pour cette belle discussion qu'on s'apprête à avoir. J'ai également à mes côtés André Morin de la microbrasserie Saint-Pancras. Bonjour, André. Salut, Anne-Édith. Très heureuse de te retrouver après être allée à Bécomo. Oui, puis pour moi, c'est la première fois que le Caplan roule. On est à Sept-Îles, chez Edgar, un établissement que j'apprécie beaucoup. C'est magnifique, il fait beau. On voit la mer. On voit la mer. Le fleuve juste en face de nous. On est vraiment dans une ambiance très relaxe. Et j'ai bien hâte, parce que j'ai plein de questions sur les défis entrepreneuriaux à Sept-Îles. Il y a quelque chose de mythique pour moi à Sept-Îles, avec le lien avec les grandes industries. Puis j'ai vraiment hâte d'en parler avec les gens qui sont autour de la table. Oui, on a une belle tablée aujourd'hui. Oui, mais on rappelle aussi que le podcast, en fait, le Caplan roule sur le territoire. Il existe, en fait, parce qu'on a des gens qui ont embarqué avec nous. Fait qu'il faut souligner nos collaborateurs, qui sont la SADC Côte-Nord, la SADC Manicouagan et la SADC de la Haute-Côte-Nord. Un immense merci d'avoir embarqué et d'avoir permis de nous déplacer partout sur le territoire. On se rappelle, c'est au moins 4 épisodes. Et là, on est présentement à Sept-Îles. Oui, exactement. Donc, beaucoup de choses à discuter. On va débuter par peut-être présenter nos invités avant le segment Boire ton territoire qui est présenté par Tourisme Côte-Nord. Donc, ici, on a Evelyne Lalancette. Bonjour, Evelyne. Tu es fondatrice de l'épicerie Le Renard Bleu, donc à Sept-Îles, à Bécomo, à Port-Cartier. Fondatrice également de la Bonbonnière, Chapeau de Troll, de la chocolaterie Cartier à Port-Cartier. Tu organises des visites gustatives également et pour expliquer l'histoire du chocolat que tu fabriques donc depuis 2022. Il y a la savonnerie aussi depuis 2015. Allô, Evelyne, beaucoup de choses à discuter. Oui? Oui, je suis une femme occupée. Oui. On aime ça comme ça. Sinon, il y a Michel Lessard, qui est propriétaire de la franchise Stigmatique Côte-Nord, donc située à Sept-Îles, que tu diriges depuis 2017, de l'entreprise aussi Pièces d'auto 4.0, donc située toujours à Sept-Îles depuis 2018, et tu es agent autorisé pour la bannière de location de voitures discount qui est opérée aujourd'hui par Enterprise, donc toujours à Sept-Îles. Allô, Michel? Allô? Bon matin, ça va? Oui, ça va très bien. Je suis très content d'être ici ce matin. Oui. On n'est pas le matin. On n'est pas le matin parce qu'on va boire dans pas long. Ah, OK. Il n'y a pas d'heure dans une journée d'un enregistrement de podcast. Il m'est dit quelque part, mais c'est exactement, correct. Exactement. Salut, merci d'être là. Bonjour Hassan Sako. Bonjour. Propriétaire du resto-bar chez Homer depuis environ 7 ans. Donc, tu étais serveur là-bas et tu as repris l'entreprise il y a plusieurs années. Sinon, nouvellement actionnaire aussi de Smith Sako Entretien Ménager Inc., qui est une nouvelle entreprise à Sept-Îles qu'on aura l'occasion de présenter et de discuter. Donc, je pense qu'on a des multi-entrepreneurs. Je pense que c'est ça qui nous intéressait beaucoup cette fois-ci à Sept-Îles, de regarder un petit peu c'est quoi les enjeux d'avoir plusieurs entreprises et de voir aussi comment ça s'inscrit dans les enjeux qu'une ville comme Sept-Îles, qui est très industrielle, oui, mais en même temps qui est très diversifiée aussi par ces entreprises. Oui, parce que tous les deux, on a une seule entreprise. Très impressionné par vos parcours. Puis j'ai hâte de parler à des multi-entrepreneurs là,
qui ont pas trop de cernes sous les yeux, quand même. Non, quand même. Maquillage, tu sais. Maquillage. Exactement. Ça apparaît toujours bien à TV. Est-ce qu'on a soif? On a soif, certains. Oui. On part avec le segment, donc, Boire Côte-Nord, qui est présenté par Tourisme Côte-Nord. L'occasion de boire pas boire Côte-Nord, mais boire le territoire, boire son territoire. On a un territoire tellement magnifique et merveilleux sur la Côte-Nord et on souhaite le valoriser en mettant en valeur une entreprise, mais également des saveurs d'ici. Et là, on a la chance d'avoir Pierre-Olivier. Bonjour. Bonjour, de Bon Timmy matin. et Tilou. De plusieurs choses, mais de Timmy. Du Timmy et Tilou, du Bavard et l'Ivrogne et du marché de chez Mel et L'eau, en fait. Oui, exactement. Puis Timmy et Tilou, c'est nouveau comme restaurant à cette île. Peux-tu nous expliquer un petit peu le concept? En fait, c'est pas vraiment un restaurant, on est plus dans l'optique d'un bar. Dans le fond, c'est un bar à cocktails. Ça permet de découvrir aussi, comme tu dis, des nouvelles saveurs, des nouveaux cocktails, des choses que les autres ne font pas nécessairement dans les établissements. En région, on est une place plus de bière. Saint-Pancras pourrait nous en parler en long, en large et en travers. Mais les gens apprécient beaucoup la bière, puis il n'y a pas vraiment d'endroit qui offre des cocktails travaillés comme on a dans les grands centres. Et nous, notre but, c'était de faire découvrir ce genre de produits-là, puis en même temps de faire rayonner les produits du Québec. On a une très grosse carte d'alcool du Québec principalement. Donc, c'est un peu ça le but. Puis on a un petit menu de tapas présentement qui est super le fun. On a des tacos, on a des bouchées de mac and cheese, on touche un peu à tout, des poutines. Fait que, c'est vraiment axé pour que les gens puissent venir avoir du plaisir. Une belle nouvelle offre, donc, dans le secteur de la restauration à cette île. Et là, il y a un petit fruit que j'apprécie beaucoup. Je pense que c'est un de mes petits fruits préférés sur la Côte-Nord, l'argousier. Tu as eu envie de nous présenter ce fruit-là? Dans le fond, je vais vous présenter la baie d'argousier, qui est un petit fruit qui pousse sur des arbustes qu'on cueille, comme on parlait tout à l'heure, en enlevant la branche complète de l'argousier. Puis ensuite, on va venir enlever les fruits et les congeler. Nous, dans le fond, de la façon que je le travaille, je l'ai dans 2 cocktails. Mais présentement, aujourd'hui, je vais vous présenter l'ivrogne, qui est... Il y a un petit concept là, avec le Oui, restaurant. Il a amené la version forte. Fait qu'on fait quelque chose de quand même assez alcoolisé. On y va avec 2 produits québécois, un produit que tout le monde connaît. Dans le fond, on a le gin Seven Heaven, qui est un gin vraiment de fruits, qui est vraiment très fruité. On y va avec la marmelade, qui est un apérole québécois vraiment super intéressant. Le martini, je ne vous présenterai pas parce que c'est pas québécois. Et on y va vraiment avec la baie d'argousier, qui est dans le fond une petite baie très orangée que nous, on transforme, qu'on fait un sirop avec. Dans le fond, on se fait une base de sirop simple, puis ensuite, on vient extraire le jus des petits fruits qu'on vient rajouter à notre sirop simple, puis on se fait un sirop qui ressemble un peu à ça, qui est vraiment très orangé, presque, je vais dire, orange chimique, mais c'est super bon. Vous allez avoir une super de belle amertume avec un petit côté sucré au cocktail. Donc, je vous prépare ça. Puis la baie d'argousier, elle vient de pas loin serres d'ici. de Galix. Serres de Galix. Dans le fond, c'est un produit qu'on avait découvert il y a 2 ans, grâce à eux aussi. Ils voulaient vraiment faire découvrir le territoire lors de la pandémie, Tourisme Côte-Nord. Puis ils nous avaient envoyé faire des capsules, puis on avait été choisis. C'est dans le fond JB Film qui s'occupait de faire la promotion de ces produits-là. Puis ils nous avaient choisis pour faire travailler autant en nourriture qu'avec des cocktails. Fait qu'utiliser les produits en cocktail. Mais j'adore ça. C'est des occasions comme ça où on crée des rencontres. Puis c'est un peu ça aussi ce qu'on fait là. Puis d'après ça, de voir des entrepreneurs, des entreprises qui travaillent ensemble suite à ces rencontres-là, ça, c'est un coup de circuit, là. C'est génial. Bien, c'est un peu pour ça qu'on l'a fait. Ça nous a permis aussi de rencontrer des nouvelles personnes, de connaître ce qu'on avait sur le territoire, puis vraiment de pouvoir apprécier aussi notre territoire. Puis comment tu l'apprécies, ton territoire, au sein de ton entreprise? Est-ce que c'est important pour toi? Bien, depuis le début, depuis la journée 1 de l'ouverture du Bavard et l'Ivrogne, nous, notre gros point, c'était de pouvoir faire affaire avec des producteurs de la place, de pouvoir faire découvrir le produit, de pouvoir travailler. Tu sais, on a beaucoup travaillé avec le végétarien, avec leur tomate ancestrale, qui est un produit incroyable pour faire des salades. On a vraiment quelque chose qui va être super intéressant à découvrir. Magnifique. Merci beaucoup. Ce sera pas bien long, je vais m'en faire un si ça vous dérange pas. J'espère. C'est beau.
Je pense qu'elle sent Oui, dans c'est magnifique, la couleur, hein? La couleur est vraiment d'un orange Fais-en deux fluo. parce que moi, j'en prendrai aussi. Ben, j'en ai 4 encore à faire. Mais avec les quantités... Il y a de l'alcool, là. Ah non, mais puis l'argousier, souvent, on l'appelle, c'est un peu le citron du Québec. Remplace beaucoup tout ce qui est agrumes dans plein de Oui. plats. Un peu plus difficile à travailler à cause des Oui, pépins à les gens ne l'intérieur. le connaissent pas non plus nécessairement. Il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas, puis c'est justement la discussion que j'ai eue avec le Jardin de Galix, c'est que les gens ne connaissent pas le produit, donc ne sont pas prêts à l'essayer nécessairement. Fait que moi, je trouve ça très intéressant de pouvoir le travailler, puis pouvoir démontrer qu'on peut faire beaucoup de choses avec ce produit-là, dont des Souvent, cocktails. dans nos restaurants ou dans nos commerces, ou même à travers Non, mais c'est vrai les que- bières, qu'on découvre nos produits locaux, finalement, et là, qu'on a envie peut-être de le travailler plus à la maison. Oui, mais les restaurateurs, Une vous le belle savez, ils vont approche, toujours à la recherche de saveurs nouvelles puis de faire vivre les arômes, les aromates du Québec. Là, fait que c'est Et génial. Pierre-Olivier, pourquoi tu as décidé de devenir entrepreneur? Qu'est-ce qui a motivé ta décision d'ouvrir, d'une part, le restaurant, donc Bavard et Livrogne? La vérité ou un mensonge? Les deux. La vérité, une brosse à 3 heures du matin qui s'est terminée un peu de façon Excusez-moi. très alcoolisée. Non, pour de vrai, j'ai été une personne qui a vraiment apprécié la restauration. Moi, tous les jours, j'ai commencé justement chez Homer. Ouais. Avec Hassan, il y a une quinzaine d'années, en cuisine. Puis j'ai vraiment adoré la restauration. Puis je m'étais dit un jour que j'allais avoir un restaurant. Est venu le temps d'aller à l'école, faire les décisions. Tu sais, moi, j'ai étudié pour être électricien. J'ai travaillé chez TELUS pendant plusieurs années. Puis ensuite est venue une soirée un peu trop arrosée où ce que mon associé d'aujourd'hui, Billy, travaillait au Café Toscane. Puis j'allais y donner un coup de main comme serveur, puis j'avais retrouvé la piqûre de ça. Puis après quelques verres, on a décidé... j'ai lancé l'idée. Il m'a traité de fou. Le lendemain, on s'est reparlé avec un verre de moins dans le nez, puis on est parti sur le projet. On a commencé en 2018, puis on ouvrait en juin 2019, le 5 juin 2019, notre premier restaurant. Wow. Première expérience Première ici comme expérience. entrepreneur. Hey, santé en Ben oui. passant. Santé. Merci tout le monde. Merci à Cheers. tous d'être Santé. là. Santé. Merci à Tourisme Pierre-Olivier. Côte-Nord de nous faire vivre ce beau segment. C'est vraiment bon. On est Très tout en bon. fraîcheur. Super on bien est- balancé. Aïe, C'est pas trop Ouais. amer. Honnêtement, tu sais, pour les amateurs de Negroni, tu sais, pour ceux qui sont pas nécessairement amateurs de Negroni, c'est une belle découverte pour. Puis c'est un vrai cocktail. Tu sais, comme tu dis, ce que vous faites là dans votre chez Timmy et Tilou, excuse-moi, c'est des vrais cocktails. Puis c'est bon, des vrais cocktails. C'est gastronomique, c'est apprécié. Il y a un travail et de la recherche derrière Il y a ça. énormément de travail derrière les cocktails. Tu sais, Ouais. avant d'en arriver là, j'en ai essayé des tests, j'en ai fait des essais, des erreurs pour arriver au balancement qu'on a là. Mais ça fait partie de l'expérience aussi de venir découvrir ce genre de produit-là. Puis c'est pour ça qu'on l'a fait aussi. C'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette aventure-là. Il est magnifique. C'est faire découvrir des produits. C'est le même principe avec le Bavard, c'est le même principe avec chacune de nos entreprises. On veut faire découvrir des produits de la place, mais aussi comment les travailler, comment les utiliser. Donc, c'est vraiment notre créneau. Puis, à partir de là, on a créé des liens avec, comme je disais, des amis en restauration, avec des gens de l'extérieur, un peu de tout. On fait affaire beaucoup avec le Grenier Boréal aussi, à Longue-Pointe-de-Mingan. Donc, c'est vraiment des belles découvertes. Puis, à toutes les fois, on est surpris des produits, de la qualité des produits aussi qu'on reçoit. C'est super intéressant, Pierre-Olivier, ce que tu parles depuis tantôt, parce que c'est les sujets de conversation qu'on va avoir ensemble. On t'a invité pour présenter la nouvelle entreprise que vous avez démarrée, les cocktails, mais ton discours de multi-entrepreneur, de gens qui travaillent en collaboration avec son milieu, va être la même qu'on va avoir tantôt. Écoute, ça met la table. Un grand merci. C'est parfait. Je vous souhaite une excellente dégustation. Puis, Merci. au plaisir de vous revoir. Allez, c'est Merci bon. beaucoup. Santé. On va Merci aller beaucoup. voir dans les différents restaurants à cette île. Parfait. Merci. Merci. Au revoir. Encore. On est parti. Oh oui, c'était Ok, parti. c'est bon. En fait, le chin, c'était C'est ça. C'était le lancement. Ils vont te couper au montage. Exactement.
Sept-Îles, on est à Sept-Îles aujourd'hui. On a parlé beaucoup de Sept-Îles. Je trouve ça intéressant, en fait, d'avoir un co-animateur parce que quand on est dedans, un peu comme on a vécu à Bécomo, là, c'était toi qui étais dedans parce que tu étais installé la microbrasserie à Bécomo. Mais là, c'était intéressant de voir un petit peu ton point de vue de Sept-Îles. Ce qui teinte, en fait, ton expérience à toi de Sept-Îles. Tu m'as parlé beaucoup, puis on a discuté beaucoup de grande industrie, parce que c'est ça qui a frappé, je pense, ton imaginaire de Sept-Îles. Moi, ce qui frappe mon imaginaire à Sept-Îles, c'est le coût de la vie. C'est les salaires à Sept-Îles qui me semblent, de regard extérieur, plus élevés, si on regarde une moyenne provinciale. Puis, c'est comment les entreprises, des PME, comme la mienne, comme la vôtre, vont réussir à tirer leur épingle du jeu. Oui, il y a une économie qui est florissante, les gens ont des sous, mais après ça, il faut engager des employés, il faut les loger, il faut réussir à faire de la business là-dedans. Là. Oui, puis, tu sais, oui, il y a des plus grandes entreprises, c'est sûr, à cette île. On en a quelques-unes, mais en même temps, ces gens-là, donc, ils travaillent. Donc, ça prend des villes avec des services, ça prend des villes avec des activités qui sont rassembleuses, qui sont familiales. Donc, puis j'ai l'impression, en tout cas, de mon point de vue à moi, que c'est un peu aussi le rôle de nous, les plus petites entreprises ou les PME, en fait, autour, à dynamiser ces villes-là. Puis c'est pour ça que je les trouve aussi importantes, en fait. Quand je parle de l'importance des entreprises dans l'écosystème social-économique, j'ai l'impression que ça prend tout son sens, en fait, dans la dynamique qu'on a dans notre communauté. Je ne sais pas ce que vous en pensez de votre point de vue, parce que ce que je trouvais intéressant aussi de vous recevoir, c'est que moi, bon, ça fait 3 ans, bientôt 4 ans que Caplan existe, mais Hassan, Michel, Evelyne, ça fait combien de temps que tu es entrepreneur à Port-Cartier, à Sept-Îles? Ça fait depuis... Attends, j'ai Elle a mis déjà mes perdu notes, le fil. Elle a déjà perdu le fil. 2017 pour Renard Bleu. De Renard Bleu, c'est Quand même. 2017. Quand même. C'est une bonne année 2017. Oui, parce qu'on quand parle de même. cette île, mais on voulait Moi, aussi c'est avoir 2000. quelqu'un de Port-Cartier, c'était important. Donc, on Absolument. parle à MRC, évidemment. Ouais. Donc, Moi aussi, Le 2017 représentant avec Port-Cartois. Stigmatique. Fait que C'est une bonne 2017. année 2017. Ah, la bonne année 2017. C'était une année Une de bonne grand cuvée, changement. ouais, c'est ça. Donc, comment vous le vivez ou comment vous percevez votre rôle au sein d'une communauté comme Port-Cartier Sept-Îles? Mais moi, je vais dire, à mon niveau personnellement, c'est que moi, je parlerai du restaurant chez Omer. Moi, je l'ai toujours considéré comme une institution quand je suis arrivé ici. Absolument. Oui. Fruits de mer. Moi, Ça fait combien de temps chez Omar que c'est ouvert? 91. 91. Donc, moi, quand je suis rentré là la première fois, c'est d'abord la boiserie qui m'a impressionné. Je suis rentré, j'ai dit, waouh, c'est magnifique. Ça a commencé C'est un comme. local qui est Moi, c'est un spacieux, coup de qui est foudre grand. vraiment architectural. Ah oui, hein? Et ensuite, on me parle de l'histoire, parce que ma belle-mère travaillait là comme cuisinière. Et là, on me parlait de l'histoire, comment ça a débuté. C'était une petite casse-croûte de quelqu'un qui avait des bateaux de pêche, M. Omer Lapierre. Donc, d'où le nom chez Omer. OK. Et il y avait ces bateaux de pêche, donc c'était un crabier. Et tranquillement, il y avait des trucs de machines de poule en bas, des machines pour jouer. Il faisait de la musique, et puis il y a eu un succès, et puis il a ouvert le restaurant. Mais ce qu'on parlait, c'était des fils de gens qui se bousculaient à la porte, parce que c'est sûr que c'est à l'époque où il y avait aussi les phases d'aluminerie qui se Oui, ce qu'on bâtissaient. se disait, Donc, parce qu'Alouette, l'aluminerie Alouette, c'est 91-92. donc, il y avait tout ce... Et c'était un restaurant de fruits de mer Fruits de à mer. l'époque aussi, Oui, fruits de mer. comme aujourd'hui. Fruits de mer et steakhouse. Exactement, et grillade. OK, et grillade. Donc c'était un visionnaire, M. Lapierre, parce qu'il a su capitaliser avec tous les travailleurs qui venaient. Donc il a offert quelque chose qui n'existait pas. Et ça a été magnifique. Donc moi, on m'a raconté cette histoire et puis je voyais justement toutes les photos qui étaient sur les murs, qui racontaient l'histoire de cette île, quand cette île commençait à se construire à cette époque. Moi, c'est le coup de foudre d'abord de ces choses-là. Et là, tu es arrivé sur la Côte-Nord parce Oui. que tu es natif du Sénégal. Tout à fait. Tu as habité Montréal J'étais à ou Québec, je pense que c'est à Québec. Ensuite Montréal. Voilà. Ben, Puis j'ai ensuite, rencontré elle qui est mon épouse aujourd'hui, qui vient de la Côte-Nord, Nadine. on la C'est la- salue, Nadine. C'est l'amour, là. C'est l'amour, tout à fait. Parce Ouais. que moi, elle est venue me présenter ses parents ici. Moi, je suis tombé en amour avec la Côte-Nord. Et par boutade, je lui ai dit, ben, un jour, j'aimerais, si on a des enfants, qu'elles naissent ici. Mais bon,
ça reste une boutade. Elle est tombée enceinte et finalement, bon, c'est ça. Moi, il faut que les enfants naissent ici. Et puis on est venu s'installer pour 2 ans. Parce qu'elle ne voulait pas revenir non plus parce qu'elle avait quitté volontairement pour l'université, bon, pour les études. Donc moi, je l'ai ramenée chez elle. C'était un peu compliqué, mais finalement, bon. Finalement, ici, depuis combien d'années? Il m'a né à 25 ans, Inès vient d'avoir 18. Donc, OK. et les deux sont nés ici, ont grandi. Mais il y a beaucoup de nord-côtiers d'adoption que leur histoire, c'est un peu ça. On est venu pour 2 ans, pour Evelyne, 1 an, et puis Evelyne aussi. Ça te ressemble un petit peu à ça, enseignante? En fait, moi, j'ai été poachée, dans le fond, à l'université. Ils avaient mis, parce que j'ai normalement un diplôme j'ai un diplôme en enseignement, j'ai une maîtrise en éducation. Et il y avait un petit stand où ils disaient, venez sur la Côte-Nord, on vous fait un voyage payé, on fait visiter. Vraiment comme le film La Grande Séduction. Ils nous ont fait venir découvrir la région. Via l'organisme Place aux jeunes. Absolument. Ça fonctionne, ça? Oui, ça fonctionne. Oui, ça marche, parce qu'on avait juste que, tu rencontres des employeurs, tu as des promesses d'emploi, ils font tout pour dire, hey, viens sur la Côte-Nord, on veut vraiment avoir des gens, sur la Côte-Nord, du renouveau, tout ça. Fait que, ils nous avaient invités. Et moi, j'ai un moment coup de cœur que j'ai fait, wow, et après ça, on s'est établi. Alors, on roulait, là, c'était la nuit, parce qu'il fallait être là comme à 7 h du matin, puis c'est quand même loin, on arrivait du Saguenay, fait que c'était quand même loin. Puis on roulait comme en pleine nuit, c'était peut-être 5 h du matin, perdu dans le bois, dans les chemins sinueux. On était comme dans le coin de Godbout environ. Et à un moment donné, on tourne. C'était en plein hiver. C'était en 2010, quand il y a eu une tempête de neige en plein mois d'avril. Il y en a qui vont peut-être s'en souvenir. Mais on était à ce moment-là. Mais cette année-là, il n'y avait pas eu beaucoup de neige. Il y avait pas une... Tout le monde m'a parlé de la chute, il n'y a pas eu de neige. C'est ça. Ça, tout le monde m'a dit qu'il n'y avait pas eu de neige. Quasiment pas de neige. Hein. C'est ça. Mais tu sais, on arrive à ce moment-là, pour au moment où on sort du bois, on est sur une cour, puis souvent, quand je repars, je fais comme, c'est là. Et là, j'avais un mur de glace magnifique sur le bord et on avait tout d'un coup vu sur le fleuve, puis le soleil se levait à ce moment-là, puis on a fait Puis à ce moment-là, on a dit, c'est donc bien beau ici. Puis on a vraiment eu un coup de cœur. Après ça, on a juste choisi, genre, la ville qu'on voulait être. Si on voulait s'établir à Bécomo, Sept-Îles, Port-Cartier. On a choisi Port-Cartier. C'était juste super beau. Puis on est là depuis 2011, là, qu'on n'a pas bougé. Donc, c'est vraiment un moment de coup de cœur avec un lieu. Que je pourrais piner sa carte. Wow. Puis un organisme là, qui a fait la grande séduction pour amener les gens. Puis aujourd'hui, ben, c'est toi qui fais la grande séduction avec ton entreprise. Tu as des employés, tu développes la... Oui, puis j'ai importé du monde aussi. J'ai importé mon petit frère. Là, il est en région maintenant. Puis là, il y a une conjointe, une maison, 2 enfants. Fait que il est là. Encourager les gens. Ça a marché, ce programme-là. Il y a plusieurs personnes du programme qui sont restées. Fait que ça avait vraiment marché, là, le programme de la grande séduction. Là. On avait été séduits. Mais c'est encore en cours, quand même, l'organisation. On en reçoit sûrement dans l'entreprise une fois de temps en temps qui viennent. Exactement. Là, ben oui. Et là, Michel, natif de cette île. Non, de Bécomo. De Bécomo! Oui, de Bécomo, oui. Fait que c'est ça. Moi, j'étais une personne originaire de Bécomo, anciennement Autrive, si on peut dire. Et avant la fusion. Pour la fusion, effectivement. J'étais un lesseur, donc je suis le fils de l'ancien député ministre qui a fait Lucien Lessard qui a fait la fusion entre les deux villes. Donc, pas toujours aimé quand on arrivait des fois à Bécomo parce qu'il y a eu des bonnes tensions dans le temps. Mais j'ai resté à Forestville aussi. On a déménagé à Forestville et aussi pour les études. Là. Mais je suis revenu à cette île. Pourquoi cette île? Cette île, dans le fond, c'était un choix. Comme je mentionnais tantôt, moi, je suis technicien forestier. Je suis entrepreneur, je suis technicien forestier au départ. Puis je reboisais des arbres. Ça, je disais tantôt, tout à l'heure, j'ai fait beaucoup l'Abitibi. On parlait des gens que j'ai été 5 ans à reboiser en Abitibi. Fait que là, je disais probablement qu'il y a pas mal d'arbres que j'ai plantés qui ont brûlé cet été. Fait que tout ça étant dit, un moment donné, mon père m'a dit, avec les études que j'avais comme technicien forestier, j'étudiais en géographie, environnement. Puis il dit, tu ne pourras pas planter des arbres, aller à l'école tout l'été. Puis il y avait une opportunité qui s'offrait comme fonctionnaire au ministère des Ressources naturelles ici, comme technicien forestier. Ça fait que j'ai appliqué sur le poste, puis j'ai décidé de débuter ma carrière comme technicien forestier, dans le fond, à cette île. Et après, j'ai rencontré ma conjointe, puis depuis ce temps-là, je suis jamais reparti de cette île. Je pense dans les années 96, 97 à peu près. Je suis jamais reparti. J'ai fait un passage Bétrinité Pentecôte, là, avec mes premières entreprises, mes premières armes que j'ai faites. Mais en gros, c'est sûr, j'ai quand même la Côte-Nord, jusqu'à Tadoussac, j'ai fait beaucoup de passages à différents endroits, puis je la connais quand même assez bien, que ce soit
faire la pêche, la chasse, puis aussi le travail. Là, Oui, parce que thématique, j'ai parcouru en canot. C'est pas juste cette île, c'est vraiment Shefferville, tu te rends jusqu'à Havre-Saint-Pierre. C'est ça. Moi, mon idée, c'est de couvrir le plus grand territoire possible là, en étant à cette île. En même temps, j'ai eu la franchise de Bécomo, ça faisait 23 ans. Je l'ai rendu un petit peu plus âgé que ça. Là. Je pense que l'année passée, on l'a fermé l'année passée, mais c'était 27 ans là, que ça existait là, à Bécomo. Wow. Mais nul n'est prophète dans son pays, fait que j'ai connu difficulté de recrutement, épuisement aussi au niveau du voyager à chaque semaine, être là-bas, tout ça. Fait que j'ai fait des choix quand j'étais venu le temps de renouveler les bannières. J'ai fait un choix de laisser tomber Bécomo. Fait que c'est ça. À cette île, ça va quand même bien. Puis on est à Shefferville présentement. On fait Fermont, on fait Natashquan. On se promène. J'aime ces défis-là qui présentent une logistique au niveau de l'organisation du transport. Puis en même temps, de voir pas toujours être à cette île dans le même milieu, mais de voir des nouveaux territoires ou des nouveaux endroits, c'est toujours excitant comme entrepreneur, mais aussi comme personne de visiter ces endroits-là puis d'être présent sur le territoire au complet. Là. Puis là, ça m'amène en fait, Michel, depuis 95, si je me... 96. 96 à cette île. Ce que j'amenais tantôt dans l'introduction, moi, avec mon regard extérieur, comment ça va à cette île de ce temps-ci au niveau économique, en affaires? C'est-tu difficile? Est-ce que ça va bien? Est-ce que c'est la panacée? Comment vous vivez ça présentement? Moi, je dirais que ça va bien. Ça va bien. La difficulté, c'est la même que tout le monde au Québec, mais en même temps, c'est des défis. C'est des défis à chaque jour, dans le fond, au niveau de la main-d'œuvre. Puis, non, je dirais que l'économie est bonne. C'est vraiment, faut surpasser à tous les jours, puis il ne faut pas non plus rien prendre pour acquis. Mais il faut faire sa place. On parlait des grandes entreprises, tout ça, elles sont présentes, mais il faut quand même faire sa place pour les servir, puis aussi trouver des moyens aussi pour d'être performant, puis offrir des services. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté qu'on a avec le fly-in, fly-out, ça laisse place aussi. Je dis fly-in, fly-out, c'est en anglais. Là, on se comprend, on connaît tout ça. C'est l'avantage. Oui, c'est ça. Fait que ça laisse l'espace à des entreprises quand même de l'extérieur de venir quand même travailler ici. Et nous, on doit quand même être à travers tout ça. On devrait ou on doit être à moindre coût que ces entreprises-là, puis performer, puis être capable d'offrir nos services, puis se distinguer par rapport à ces entreprises-là. Parce que nous, on est une petite entreprise à l'intérieur de la communauté. Moi, je dis mon entreprise, c'est une petite communauté. Puis être à l'intérieur de la communauté. Puis je me dis, si on est capable de se distinguer puis qu'on est capable d'offrir un service qui est local, bien, normalement, on a toutes les chances de travailler pour ces grandes entreprises-là. Ou servir la communauté aussi. Ça vient avec des opportunités, pas seulement des défis, finalement, d'avoir une forte présence. Il ne faut pas négliger la communauté à travers tout ça. Absolument. C'est bien beau, les grandes entreprises, mais surtout moi, dans le sinistre, demain matin, il y a un gros feu d'une grande entreprise. C'est important qu'on soit là pour les servir, mais la personne qui vit son dégât d'eau dans sa maison est tout aussi importante pour moi. Que la grande entreprise. Fait qu'il faut être capable de doser ça, puis être capable de donner un service exemplaire autant à la grande entreprise que la communauté à qui on dessert. On ne peut pas juste prendre le bon puis laisser le moins bon. Fait qu'il fait que c'est ce qui fait que moi, pour répondre à ta question puis fermer là-dessus, c'est que oui, l'économie, à mon avis, est bonne. Il s'agit de l'avoir très large puis de voir toutes les opportunités. Okay. Mais l'économie reste en dents de scie. Ça reste que des hauts, ça reste que des bas. Donc, comme entrepreneur aussi, comment on arrive à sillonner ces hauts, tu sais, quand ça va bien, je veux dire, tout le monde est en santé, tout le monde va bien, mais quand il y a des creux, mais là, ça a un impact sur plein de gens, mais en même temps, il y a des opportunités d'affaires qui peuvent émerger à travers ça. Comment vous vivez ces fluctuations-là? Moi, personnellement, ce que j'étais toujours... c'est qu'on fait quand même une lecture. Depuis les années que je vis ici, on est capable, comme entrepreneur, de faire la lecture de l'économie en général et du Québec, du Canada, mais aussi de nos petites communautés. Rester à l'affût de ce qui Oui, nous s'en savons vient. qu'à cette île, il y a des fluctuations économiques parce que nous dépendons beaucoup du prix du fer, de ci, de ça, à cause de ces grands donneurs d'ordre-là. Ouais. Donc, nous, comme petite PME,
Donc, il faut qu'on soit vraiment toujours à l'affût de ce bon, OK, là, l'économie va comme ça. Donc, c'est des défis, mais c'est des beaux défis. Et comment on reste à l'affût? On jase avec la clientèle? Avec la clientèle, les nouvelles économiques. Moi, je suis abonné aux nouvelles économiques très régulièrement. Mais c'est sûr que j'ai étudié en administration. Moi, ça m'aide un peu sur ce côté-là. Mais je pense qu'on n'a pas besoin. Je pense qu'instinctivement, un entrepreneur est toujours à l'affût. Moi, j'ai toujours cru, nous sommes des animaux sociaux. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a toujours aimé les défis. Donc, si tu aimes les défis, tu sais que tu peux être chambranlant, donc tu prends tous les moyens pour prévoir des choses, la cigale et la fourmi. Ouais. Donc quand ça va bien, tu surfes sur la vague, mais tu te prépares prépares mais aussi. tu prépares aussi ouais, que dans quelques temps, tout ce qui monde finit par tomber. Et présentement, on est en mode cigale ou en mode fourmi? On est en mode... moi, dans mon cas, moi, je suis en mode développement. Développement. Oui, je suis en mode développement, je le dirais comme ça. Parce que pour moi, le momentum est bon pour ça. OK. Donc, diversifier aussi, justement, pour ne pas mettre toutes les mesures dans le même panier. Ouais. Donc, pour éventuellement, s'il y a un ressac, d'être prêt pour justement pouvoir surmonter. Je trouve ça super intéressant. Moi, j'aurais cru que, considérant les difficultés de main-d'œuvre, on les vit tous à la grandeur du Québec, mais je pense que cette île, c'est aussi particulier à cause des salaires. On ne s'en mentira pas, dans les 2-3 dernières années, on a certainement tous augmenté nos salaires. Les employés, on a dû augmenter nos salaires pour les retenir. Puis c'est bien correct, on a réussi à le faire. Mais d'oser continuer à développer, faire plus dans un contexte où des fois, on se dit, il faut que je me recentre sur ce qui est vraiment ma force et ce qui est rentable, ou je me diversifie, puis là, je vais trouver les ressources pour le faire. C'est des bonnes questions. Mais toi, ta lecture, Hassan, c'est dire... Ma lecture, moi, c'est vraiment all-in. Ouais. Mais aussi, l'enjeu que justement, j'aime ce que tu viens de dire, pour les salaires, on n'a pas le choix d'augmenter nos salaires, mais sauf que aussi, nos clients le ressentent, mais les fournisseurs, nos fournisseurs aussi. Moi, je me rappelle, il y a peut-être, juste après la COVID, certains des employés, ils regardaient ils n'avaient jamais fait attention au prix. Ouais. Et moi, je me rappelle ce qui les a marqués. On a reçu une commande, je le dirais, de filet mignon. On a reçu 5 kilos de filet mignon. Là, mon chef est venu me dire, mais c'est une erreur. Je dis, une erreur de quoi? Il me dit, le prix. Je dis, non, mais je ne comprenais pas au début, dans le prix. Il dit, ouais, mais c'est écrit... je dis, oui, non, il n'y a pas d'erreur. Tu as coché. C'est rendu ça le prix. C'est ça. Il me dit, c'est rendu ça le prix? Je dis, ça fait au moins 6 et quelques mois. Je dis, c'est-à-dire... Et là, je lui ai expliqué. Parce que c'est pour ça qu'on a autant de fournisseurs. Ouais. Parce que tout le temps, il me dit, ouais, mais là, il faut commander chez lui, il faut demander l'autre. Il faut magasiner. Oui, il faut être à l'affût, il faut magasiner, Donc, on essaie de baisser nos coûts le plus qu'on peut, mais aussi, en même temps, il faut qu'on encourage le local. Parce que moi, j'ai toujours dit, c'est la communauté qui nous fait vivre. Moi, dans mon entreprise, moi, personnellement, on est en restauration. Je ne peux pas miser sur ceux qui viennent d'ailleurs, le tourisme. Oui, ça, c'est ponctuel. Mais c'est ta communauté qui te fait vivre. Donc, l'enjeu est là. Il faut que tu augmentes tes salaires, comme tu dis, pour la rétention de nos employés et puis en attirer d'autres. Mais en même temps, là, il faut se battre pour avoir de bons prix. Ouais. Et puis, il faut se battre aussi parce qu'en retour, il faut que ta clientèle aussi, que tu la fidélises, qu'elle revienne. Mais c'est terriblement beau. Ça fait en sorte qu'on est toujours ça fait en sorte qu'on est toujours en mouvement, qu'on est toujours à l'affût. On peut jamais s'asseoir sur nos lauriers. Puis je suis convaincue que c'est un peu ça que tu vis, Evelyne, dans ton entreprise. Ça prend une grosse capacité d'adaptation. Absolument. C'est autant nous autres, on est dans le vrac. Fait que la pandémie, ça a été OK, on s'est adapté. Après, nous autres, on a vraiment l'année 2022 là, a été plus ou moins difficile. Moi, je trouve que j'ai mangé mes bas. Surtout quand, mettons, l'inflation a frappé au niveau, mettons, autour du mois d'août jusqu'en décembre, là, l'inflation, tout d'un coup, les habitudes de consommation ont changé. Puis là, c'est de s'adapter, tout ça. Justement, les salaires qui doivent être excellents, les coûts, comme tu dis, Hassan, qui augmentent vraiment, mais ça prend pareil des ventes, on a tous des coûts fixes. Fait que c'est vraiment de l'adaptation. Puis ça nous a pris quand même quelques mois, nous autres, à réussir à nous adapter puis à nous équilibrer pour dire, ah, OK, là, ça va correct. Là, on peut comme souffler, qu'on est capable de dire, ah, là, ça...
on est quand même bien, pour ça, mais c'est vraiment comme beaucoup en fluctuation. Puis moi, je pense que c'est un avantage qu'on a, les petites entreprises, d'être capable de faire des changements rapidement. Tu sais, une grande entreprise, ça leur prend des mois, des fois des années à mettre en place un changement parce qu'ils ont beaucoup de paliers puis beaucoup de choses à vérifier. Moi, je peux faire de quoi en 3-4 jours si ça me tente. Pas des choses extraordinaires, mais tu sais, on est capable de faire rapidement, de mettre des choses en place rapidement parce qu'on a des petites équipes, qu'on a une petite chaîne décisionnelle seulement. Fait que, tu sais, il y a des avantages à ça. Il faut simplement être capable d'être exactement alerte, de bien sentir comme ce qui se passe au niveau, tu sais, du marché, du milieu, puis d'être capable d'être flexible aussi, de ne pas être bloqué dans ses idées. Si quelque chose ne marche pas, bon, ben on arrête ça, puis on regarde qu'est-ce qui marche ailleurs, qu'est-ce que je pourrais faire, comment on peut innover pour pouvoir servir la population correctement, puis qu'elle ait le goût de venir chez nous. Mais ça, c'est propre à chacune des entreprises, pareil aussi, parce que même moi, à travers mes entreprises, exemple, dans la location de véhicules, on voit Appuyette qui est annoncé, tout ça, fait qu'on peut prévoir en conséquence, en fonction des... Aussi, tu vas, mettons, dans un dîner d'affaires à la Chambre de commerce, puis il y a une grande entreprise qui va présenter ses investissements ou sa capitalisation qu'elle veut faire pendant la prochaine année. Tu es capable de voir un peu ou de prévoir qu'est-ce qui va se passer. Mais après ça, moi, dans l'autre entreprise que j'ai, dans la même entreprise, on voit un événement comme il est arrivé le 23-24 décembre, où ce que vous avez vu, toutes les toitures qui ont embauché, tu peux pas prévoir ça. Non, fait que là, ça revient un peu à ce que tu dis, c'est on se retourne de bord rapidement. On dit être à l'affût, on peut être à l'affût dans une certaine catégorie dans l'entreprise, comme moi dans le sinistre. Ben demain matin, il peut se mettre à mouiller pendant 3 jours, puis je peux rien prévoir de ce qui arrive. Il faut que je sois capable de... C'est ça. Fait que la capacité des PME ou des entrepreneurs, souvent, c'est d'être capable de servir de bord rapidement pour être capable de servir. Puis comme... Ça m'amène beaucoup à penser l'importance de la collaboration dans des plus petits milieux. Parce que là, je pense à tes toitures. Il y avait beaucoup de pain sur la planche. Il y avait... je sais que tu as vécu des problèmes, des défis de main-d'œuvre comme dans toutes les entreprises. Mais toi, tu t'es allié tu es allé te chercher un partenaire pour... Oui, bien, c'est ça. Il faut que tu fasses preuve d'imagination. Ouais. Il faut aussi que tu aies la capacité de dire je vais partager mes revenus. Fait que ça, il faut que tu sois capable de faire ça aussi. Mais des fois, tu es mieux de partager quelque chose que de tout vouloir avoir, puis rien avoir, puis de planter aussi. Donc, c'est des décisions qu'il faut... Fait que nous, on est allé chercher jusqu'à Montréal des partenaires, puis j'en ai un aussi en région, puis j'en ai eu un de Québec pour nous aider à passer à travers, dans le fond, la crise. Même en janvier, février, j'avais du monde de Stématique-Lanaudière qui était ici à Sept-Îles pour nous donner un coup de main. C'est un petit peu aussi la force quand tu es à travers un réseau. Des fois, tu te dis, quand j'ai des bannières, des franchises, des bannières, des fois, tu sens peut-être moins un petit peu d'appartenance ou c'est quelque chose qui est plus gros. Par contre, tu peux aussi, tu as un réseau qui est plus développé, fait que tu peux aller chercher des ressources à l'extérieur. Mais moi, je dis vraiment les situations qui vont caractériser les entrepreneurs locaux ou les PME locales. On est à l'affût, mais on dégaine assez vite, on est capable de servir de bord assez vite. Oui, c'est la force d'un bon entrepreneur, je pense, de se revirer de bord un peu sur un scène puis de dire, OK, on s'en va dans cette direction-là ou d'essayer d'être agile avec les différents contextes économiques. Tu peux pas commencer à regarder les statistiques puis à regarder ce qui se passe puis tout ça. Il faut que tu y ailles au feeling puis je fais quoi? Il faut que ça dégaine puis il faut que ça marche. Puis comment ça évolue avec le temps? Parce que tu es entrepreneur depuis 2003. Même avant ça, en fait, tu as eu ton entreprise à Pentecôte dans le milieu de la foresterie. Tu as vécu la crise du bois aussi dans cette période-là. Comment tu as vécu ça? Comment tu as passé à travers ces défis-là? Bien, je dirais que Pentecôte, l'usine de Pentecôte, de bois de sillage, tout ça avec la crise, ça a été des moments qui ont été quand même des beaux défis, des moments très difficiles. Tu sais, je ne le cache pas, j'ai été quand même sur la C-36, la loi de la protection de la faillite, pendant quasiment 2 ans, avec pratiquement pas d'opération, à rechercher des groupes pour relancer l'usine, un bon 6 millions de dettes d'à côté là, puis je l'ai là. Puis ma force, c'était de parler justement à tous les fournisseurs tous les jours, puis les tenir au courant comment est-ce que le projet de relance allait se dérouler, puis que dans le fond, on était toujours là on n'a jamais abandonné, puis j'ai été persévérant. Puis je dirais, moi ce moment-là de ma vie, autant avec ma famille, mais
C'était un moment qui a été difficile, mais aussi, tu sais, j'ai appris, moi je dis que j'ai fait mon MBA, là. Je l'ai fait là, au niveau final, c'est 36 comptes spéciaux à la banque, quand tu te ramasses aux comptes spéciaux, comment tu gères ça? Puis, mais au niveau du leadership, moi, c'est ce que j'entends à travers ce que tu dis. C'est sûr qu'il faut, tu veux dire, tu as un bateau qui prend l'eau, là. Il faut, le capitaine, il faut qu'il reste dans le bateau. Si je m'étais sauvé, du jour au lendemain, ça aurait planté. Puis après 2 ans, on a réussi à relancer l'usine, puis on a réussi à redécoller ça, acheter B-Trinité. Puis quand je suis reparti 2 ans plus tard, tout fonctionnait. Il y a eu d'autres difficultés par la suite, mais moi, j'avais resté avec eux autres pendant 2 ans, puis ça m'a ramené vers cette île par la suite. Mais ça a été, moi, tu sais, dans le fond, des moments durs, mais aujourd'hui, des beaux moments, tu sais, que tu es capable de raconter avec toute sérénité. Mais quand tu es dedans, on ne connaît pas l'avenir quand on est dedans. On ne sait pas. Il n'y a personne qui te dit, Michel, ça va bien aller, tu vas avoir stigmatique après, il va y avoir autre chose. Ou si quelqu'un l'a dit, tu disais, ouais. Oui, c'est ça, exactement. C'est des choses, puis peu importe, tu sais, que tu as une belle finalité ou une mauvaise finalité, c'est ce qui nous permet de raconter nos histoires aujourd'hui, c'est d'avoir des épreuves comme ça qui nous permet de raconter ces histoires. C'est quoi le plus gros apprentissage que tu as fait à travers cette expérience-là qui a été quand même assez difficile, assez marquante dans ta vie? Ben moi, dans le fond, ce que je retiens toujours, c'est puis juste un message que je lance aux entrepreneurs, aux entreprises, tu sais, lancez pas la serviette trop vite. Là, même si vous avez une pression des fournisseurs, pression de la banque, si c'est quelque chose que vous tenez à cœur, vous croyez à votre projet, puis vous croyez que vous pouvez réussir, lancez pas la serviette. Il y a toujours des moyens pour s'en sortir. Fait que moi, c'est ce que j'en retiens. Puis j'ai vu après ça, quand j'ai eu cheminé après ça, j'ai eu des appels, tu sais, que ce soit des firmes comptables spécialisées qui ont des entreprises avec lesquelles ils ont de la difficulté. Puis, tu sais, j'ai intervenu sur certains dossiers pour du redressement. Puis, c'est ça, j'ai vu aussi des entreprises à cette île fermées parce qu'ils ont eu des difficultés financières. Puis souvent, je me disais, je suis sûr qu'il y avait quelque chose à faire. Ouais. Je me disais tout le temps ça. Ça se peut pas qu'il n'y avait rien à faire. Fait que, puis des amis aussi, puis j'ai même appelé. Et je me disais, fait que si vous êtes en difficulté, peu importe, vous avez travaillé fort pour être rendu là, abandonnez pas, il y a toujours des moyens, il y a des ressources. Fait que moi, c'est le message que je lance, mais c'est ce que je retiens de ce passage-là, c'est qu'il y a toujours quelque chose à faire. Puis pour vous autres, êtes-vous des éternels optimistes, vous aussi, persévérants? Que ça fait partie des qualités d'un bon entrepreneur? Non, moi, je suis une personne rationnelle. Je vérifie mes choses, puis on est très techno. Fait que, on est capable de savoir, par exemple, qu'est-ce qui sort pas. On compare année avec année, toujours comme dans les tableaux. On est très, très techno dans nos choses, nous autres. Il y a beaucoup de feeling, c'est beaucoup, mettons, du guts quand tu es entrepreneur, mais aussi la technologie est là pour nous servir. Je veux dire, on serait fou. Par technologique, par rapport à tes inventaires, par rapport à tes ventes, les inventaires, la comptabilité, mettons les ventes, qu'est-ce qui sort. Moi, je suis capable de voir si j'ai une. C'est assez intégré, là, c'est ça. C'est très techno. Moi, par exemple, je peux te dire combien de kilos de peanuts j'ai vendu entre mardi et mercredi de telle heure à telle heure, puis sur combien de transactions. Je suis capable d'avoir. On a la technologie pour ça. Je peux voir, mettons, le nombre de transactions, les affaires comme ça. Je peux regarder mes courbes, voir, telle affaire s'en vient populaire. Tu regardes vu ça combien de fois? Comme une fois par jour, plusieurs fois par jour, ça dépend, par semaine, ça par dépend mois? Quoi? Comment c'est quand tu fais ton... Comme à la bourse en temps réel? Ça serait too much, mais c'est sûr que nous autres, on vérifie nos tableaux puis nos prédictions plusieurs fois par mois. En temps réel, on garde toujours un peu le pouls. Pour regarder qu'est-ce qui se passe dans nos journées. Puis, par exemple, OK, est-ce que mes vendredis sont toujours forts ou, mettons, mes vendredis sont généralement faibles et mes samedis sont très forts? C'est de connaître ça aide commerce. Beaucoup la planification après ça aide beaucoup ça. Ça aide à passer les commandes, à passer les bonnes commandes aussi, à garder un inventaire qui roule. Je pense, mettons, en nourriture, de s'assurer, OK, même moi, des fruits de mer, là, telle fin de semaine, quand les bateaux sont là, j'en sors tant. Fait que ça veut dire ça me prend un congélateur qui est plein là, de crabes ou d'affaires comme ça. Il faut que je me planifie de savoir que si vous en avez sorti 20 la journée d'avant, bien, ça vous en prend au moins 22, 25 pour vous assurer d'avoir ce qu'il faut. C'est de regarder ça comme ça un peu. C'est-tu en lien que tu parlais tantôt, ta capacité à prendre des décisions rapides, à changer aussi?
Donc, l'utilisation de la technologie, le fait que tu connais bien tes chiffres, Absolument. tu sacrifies parfois en disant, ben ça, j'y croyais à ce projet-là, mais les chiffres sont pas là. Je me permets je laisse tomber ça, puis je m'en vais ailleurs. Parce que c'est pas juste moi, quand je regarde, mais quand je prends mes décisions d'entreprise, c'est pas juste moi que ça implique un paquet de gens qui travaillent pour moi. Que si je m'entête à prendre, mettons, des décisions qui seraient mauvaises, je peux mettre en danger leur emploi. Puis leur mode de vie, tu sais, eux autres, ils ont des hypothèques à payer probablement, des loyers, des choses comme ça. Ils ont prévu de nourrir leurs enfants puis eux-mêmes. Fait que, tu sais, c'est important que je prenne pas mes décisions sur des coups de tête, des choses comme ça, parce que ça peut impacter plus que juste moi. Tu te permets d'avoir tort. Absolument. Mais Tort ça tout le prend temps. une expérience souvent. Moi, je me suis rendu compte que des fois, je voulais voir plus loin que où j'étais rendue. Dans le sens que d'avoir ces chiffres-là, ça prend une expérience. La première semaine qu'on vend des vêtements, ça veut pas dire ou qu'on vend des produits, ça veut pas dire que ça veut pas dire que c'est les chiffres qu'on va avoir l'année prochaine. ça que tu vas faire Donc, en je me suis janvier. rendu compte à quel point il fallait que je me laisse le temps d'observer ce qui se passe, puis l'expérience aussi d'analyser justement ces statistiques-là. Puis j'imagine qu'année après année, tu as dû lever aussi à la micro. Tu sais, c'est important là, après ça, il y a des tendances qui peuvent émerger. Il y a une expérience. Tu as des produits chouchous. Là. Moi, j'ai l'exemple, la McPie, qui est une de mes bières préférées, que je voyais aux États-Unis, la mode des IPA arriver. Ouais. Cette bière-là, on l'a fait depuis environ 7 ans. Incroyable. Puis ça fait comme 3 ans qu'elle est beaucoup appréciée. Puis là, j'étais comme, je peux pas croire qu'on va l'abandonner, puis que les gens ils aimeront pas ça, je peux pas croire. Fait que là, il y avait un petit peu d'entêtement, mais tu sais, mon risque, j'étais pas en train de risquer avec l'hypothèque du monde. Là. C'est quand même qu'il resterait plus longtemps sur de l'étagère. J'en fais un petit peu moins comme volume, on va le vivre. Mais là, ça, c'est le feeling de l'entrepreneur qui est comme, non, à un moment donné, ça va fonctionner, ce projet-là. Mais moi, je me suis beaucoup questionnée aussi sur la différence entre l'ego, l'acharnement et la persévérance. Ah! Parce que je me dis, des fois, comme entrepreneur, on peut s'acharner sur quelque chose en parlant de la persévérance. Mais là, il y a notre ego d'entrepreneur, il y a notre orgueil d'entrepreneur qui embarque. Et là, il faut aussi avoir l'humilité de se dire, attends un peu, là, c'est-tu de l'acharnement, c'est-tu de la persévérance? Est-ce que je m'en vais toujours dans la bonne direction? Moi, au début de l'entreprise, je me suis beaucoup posé des questions là-dessus. Je ne sais pas, vous, si vous avez expérimenté nous, ça à ou notre vous niveau, avez... comme nous au resto, la chance que nous avons, c'est que les superviseurs sont très expérimentés. Donc, c'est pourquoi j'ai rebondi sur ce qu'Evelyne venait de dire, parce qu'on a fait l'exercice samedi passé. C'est tout chaud. Ah ouais. Donc, moi, je sors les ventes. Moi, je suis un peu têteux. J'ai des tocs, comme ma fille dit, là, quand je compte l'argent, de tous les méthodes du même bord, etc. Mais ça, c'est mes tocs. Donc, moi, je cherche les ventes. À chaque année, c'est un exercice qu'on fait. Et moi, je le fais toutes les 5 dernières années. Je compare à 4 ans avant, 3 ans, 1 an, mois par mois, semaine après semaine. Et samedi, on a fait l'exercice. Donc, on s'est assis ensemble pour prendre des décisions de quelle orientation, mais la confiance que ça nous procure, moi, ben ouais, mais là, ça, non, tu as dit, l'exercice, bon, ben, ok, donc là, il faut que tu laisses des choses, que tu emmènes des choses, et il y a des nouvelles choses qui sont ressorties. Donc là, ils sont en train de travailler, toute la semaine, ils vont travailler de nouveaux menus, de nouvelles propositions. Et ça, moi, je le fais à chaque année. Et nous, les logiciels qu'elle dit, ça nous aide. Parce que moi, à tous les jours, à temps réel, tu peux savoir exactement tes coûts de production, tes coûts de main-d'œuvre. C'est à temps réel. Ouais. Mais c'est des investissements qu'on a fait. On parle de quel logiciel? Ah, mais il y en a plein, Maître D. Maître D en restauration, c'est un logiciel qui est utilisé. Il n'est pas commanditaire, malheureusement. On va les approcher. Mais c'est des bons outils. Mais il faut utiliser la technologie et il y a des subventions, il y a de l'aide gouvernementale pour aller chercher de l'accompagnement en technologie. J'imagine que vous, ayant une bannière, il y a les services à bannière aussi qui viennent avec cette technologie-là. Oui, avec Steamatic, mais dans le fond, ils vivent le problème. Ils vivent le problème. On n'élaborera pas plus sur le sujet, mais ils vivent le problème aussi. Ils sont en train de nous mettre une nouvelle plateforme, là, mais il faut que tu sois organisé aussi parce que
comme je dis tout le temps, si tu t'organises pas, tu vas te faire organiser. Fait que ça, c'est important aussi. J'aime mieux m'organiser moi-même, mais puis être sûr de bien connaître tout ce qui se passe dans mon entreprise aussi. Ben, moi, des fois, juste un dossier, on parle, oui, j'ai mes coûts de projet, j'ai toutes mes choses comme ça. Ben, moi, un dossier, quand je vois qu'il traîne, qu'il niaise, je le sais, regarde, on va manger de l'argent. Là, je le sais tout de suite. J'ai pas besoin d'un ordinateur ou rien de ça. Je suis sur le plancher, puis je vois qu'est-ce que... Ah ouais. Mais tu sais, pour en revenir, tu sais, quand tu dis l'ego, la persévérance, l'acharnement pour ta question, tu sais, moi, le cas de Bécomo, quand j'ai décollé dans la bannière pour Steamatic, dans le fond, mon plan, c'est que j'ai acheté Bécomo, qui était établi depuis 23 ans, 22-23 ans à cette époque-là. Et moi, dans le fond, j'ai acheté Bécomo pour me faire un tremplin pour partir cette île. Okay. Puis en même temps, il y avait des équipements là-bas en trop. Je dis, je vais splitter les équipements, puis je vais décoller cette île après, puis je vais avoir de la main-d'œuvre là-bas. Puis quand tu parles de go d'entrepreneur, bien là, ça traînait. Bécomo, on négociait pour la bâtisse, puis il y a des petites choses environnementales, peu importe, je fais grâce des détails, mais le dossier a traîné, ce qui fait que j'ai parti cette île avant. Fait que là, moi, je continuais à négocier Bécomo. J'ai parti cette île en avril, on était rendu au mois de juin. Puis là, quand tu parles d'ego d'entrepreneur, bien là, j'avais une dizaine de mille piastres de frais d'avocat, puis d'analyse de mis là-dedans. Puis là, je disais, bien là, je vais avoir... mon plan, c'était Bécomo. Puis mais tu sais, mon plan, c'était Bécomo pour une plateforme pour m'installer à cette île. Mais il n'y avait plus de raison d'être. Cette île était décollée. OK, fait que là, l'ego a embarqué, puis j'ai fait le deal pareil. J'aurais dû dire, non, gars, ça ne m'intéresse pas, à moins que vous voulez baisser le prix, puis peu importe. Mais j'aurais dû changer. Mais là, j'ai signé mon deal pareil. Fait que là, c'était de l'ego. Pour moi, je vois ça comme de l'ego d'entrepreneur pour aller dans ce que tu... Après ça, bien là, c'était... les employés, il n'y en avait pas tant que ça. Là, j'ai fait quelques petites découvertes. C'était pas facile avec Bécomo. Là, c'était de la persévérance qui a embarqué pendant... Là, on n'a pas eu le choix. Là, je l'ai signé le deal, c'était un mauvais deal. J'ai manqué de souplesse pour changer mes plans de match. Mais là, il faut que j'y aille. C'est ça. Fait que l'ego embarqué, j'aurais dû... Parce qu'il n'est jamais trop tard pour arrêter Tant que le départ n'est pas donné pour arrêter une course, tu peux débarquer quand tu veux. Même en plein milieu de la course aussi. C'est ça. Fait que moi, c'est l'ego qui a embarqué. Après ça, c'était la persévérance. Puis, à un moment donné, ça ne marchait pas tant ou c'était difficile pour moi. Là, c'est l'acharnement aussi. Mais à un moment donné, justement, quand on parle en plein milieu de la course, c'était... Parce que aussi, moi, j'étais une personne de parole, tout ça. Quand on a eu complété nos 5 ans avec la bannière, là, on était possiblement en plein milieu de la course. Regarde, oui, c'est assez. On arrête ça. C'est quoi le plan de match pour arrêter? On se fait un plan de match pour arrêter. Bien, il faut s'organiser, il faut penser à tout le matériel. Ben oui. Ça se planifie, là. C'est ça, c'est que tout ça se planifie. C'est 6 mois, 6. Tu sais, fermer une entreprise, là, je dirais, là, ou fermer une succursale, là, c'est entre 6 et 12 mois facile. Puis même après, tu vas avoir des petites choses qui vont revenir, qui vont ressurgir. C'est un peu ça, Anédite, dans le fond, ce que je voyais. Ça présentait un peu l'ego parce que j'ai signé le deal. Après ça, là, tu t'en viens, là, tu arrives à un moment donné que tu es rendu dans t'as la persévérance, mais là, tu es rendu à l'acharnement. Puis là, après ça, tu n'as pas parlé de ce mot-là, mais là, ça devient du lâcher-prise. C'est là que ton entourage, autant ma conjointe qui est avec moi dans mes entreprises, Chantal, puis on se parle, puis tu parles à des entrepreneurs aussi. C'est bon de se parler entre entrepreneurs. Bien là, c'est là que tu peux tomber dans une genre de lâcher-prise puis dire, regarde, je me réoriente, comme Evelyne, tu disais, on peut lâcher après ça en plein milieu. Moi, Sam, tu as parlé de quelque chose tantôt qui me touche beaucoup parce que je le fais aussi puis je trouve ça important, c'est le plan d'action, la planification annuelle, plan d'action. Est-ce que c'est des pratiques que vous avez aussi avec vos équipes, dans vos milieux, d'essayer de voir venir l'année, qu'est-ce qu'on va mettre ensemble de l'avant cette année? Moi, j'ai toujours totalement un plan. Ah oui, Ben oui, tu sais, je veux dire, à un moment donné, si tu veux être sérieux dans ce que tu fais, ça te prend un plan, puis ça te prend de la connaissance, de savoir comment ça se passe habituellement en janvier, qu'est-ce que toi tu as prévu en janvier en conséquence de... Ça prend un plan, là. Je veux dire, tu planifies tes bières aussi, tu sais, tu notes tes recettes sûrement. Non, on y va au feeling d'habitude puis au goût, là. On en rajoute un peu, c'est ça. Non, ça prend un plan, là. Mais le plan vient avec l'expérience. Parce que la première année de l'entreprise, on essaie des choses. Tout à fait. Puis j'ai l'impression, mais à un moment donné, ça se place. Moi, je rentre en planification stratégique cette année. Après 3 ans, là, je me dis, j'ai une bonne idée à peu près du marché, même si j'avais fait une petite étude de marché avant. Mais fait que j'imagine que ça vient avec le temps aussi. Ou avec, je sais pas comment... Mais avec les équipes aussi. Mais parce que moi, dans mon cas personnel, parce que moi, j'ai quelque chose de très particulier. Moi, c'est très contrôlant dans la vie. C'est pour ça, les plans. C'est pourquoi ce que je fais
toujours, c'est de m'entourer. De déléguer, c'est plus De difficile déléguer, pour toi. c'est Ouais. très difficile. Donc moi, heureusement, j'en ai conscience. beaucoup Et puis mon d'humilité épouse de le me nommer, l'a là. dit Ouais. souvent, donc j'en ai très conscience. Donc il faut que je m'entoure, il faut que je m'entoure bien. Mais c'est Et- vrai que c'est sécurisant. Et oui. Quand les Oui. équipes sont orientées sur un plan d'action ou des cibles communes, puis on sait où est-ce qu'ils s'en vont, déléguer, beaucoup plus facile et sécurisant pour l'entrepreneur. Moi aussi, je suis un peu control freak. Là. Je ne l'ai pas dit comme ça, là, mais mais quand je sais que les gens, OK, c'est beau, c'est ça, les 3 grosses actions, si on atteint ça cette année, on a gagné notre année, ben on sait que les gens naviguent dans la bonne direction. Là. Ouais. Et puis d'ailleurs, quand je regarde juste l'entreprise comme d'entretien SES Smith & Sacho, donc là, je suis avec des jeunes entrepreneurs. C'est une entreprise où tu es actionnaire. Oui, Ouais. mais eux, C'est moi sur le terrain. Ils sont géniaux parce qu'ils sont très jeunes, mais ils ont des Super visions créatifs. claires de qu'est-ce qu'ils veulent faire. Dylan, qui est le président, c'est deux Samuel, mais c'est une moyenne d'âge de une vingtaine d'années, 21. Mais aussi les technologies dont tu parles, donc ils utilisent les nouvelles technologies, mais d'une manière hallucinante. Donc, moi, ça me rassure aussi parce qu'ils m'apprennent des choses, je regarde des choses, d'une façon de travailler que je peux intégrer aussi dans mes autres entreprises, comme dans l'immobilier aussi où je suis Donc avec ça, c'est Christophe. Oui, c'est des grands avantages c'est- à avoir c'est- plusieurs entreprises, C'est magnifique. finalement, puis à Donc, travailler en il y a un synergie avec avantage d'autres de gens. travailler en synergie. Ouais. Ben, avec la restauration, avec tous nos amis qui sont en restauration, ben, Pierre-Olivier, le Baba, donc on collabore aussi ensemble. Claudine, le jeune Claudine, directeur, qui on vous est accueille présent. aujourd'hui. Absolument. Ouais. Donc on se parle, on s'entraide. Donc je pense que moi, dans mon cas, ça m'aide beaucoup parce que comme je suis contrôlant, donc moi je fais attention toujours de ne... Mon idée, elle est bonne pour moi, mais les autres, vos idées, vous, c'est quoi? Ouais. Ça me Et fait ça m'a... Oh. Puis il y a plusieurs sujets là, écoute, je pourrais rebondir sur plein de trucs, mais je vais essayer de rebondir sur quelque chose qui m'intéresse, à savoir si, en tant qu'entrepreneur, est-ce que vous continuez la formation? Est-ce que la formation continue, l'apprentissage continue? Oui, on apprend dans nos entreprises, on apprend parce qu'on vit plein de choses. Je pense que c'est quelque chose qui est une des plus belles affaires qu'on a en entrepreneuriat, c'est d'apprendre au quotidien. Mais est-ce que vous continuez à avoir des mentors, vous faire suivre à l'externe, des firmes qui vous accompagnent, Ben, moi, oui. coaching? Moi, c'est avec un coach en gestion, M. Polyphore, OK. pour ne pas le nommer. Marc Coach en Polyphore. gestion, Donc, t'as moi, il m'aide accompagné. depuis des Coaching années. Coupement, qui est d'ailleurs un de nos accompagne, commanditaires, d'ailleurs. sur ouais, l'épisode il accompagne de tous mes superviseurs, moi, depuis quelques années. Et il accompagne toi et les superviseurs. Et Donc, moi la aussi. formation dans les équipes, c'est Exactement, important. Tout à fait. Ah oui, Pour- mais moi, j'y crois. OK. C'est que moi, j'y crois. Là. Donc, et puis, de toute façon, moi, je le vois, ça marche. Donc, moi, dans notre cas, nous, ça marche vraiment. Ça fonctionne pour le développement des compétences et est-ce que ça l'aide aussi à retenir les gens? Ça aide énormément. Et c'est quelque chose que je n'avais pas prévu. Justement, moi c'était juste les former, qui acquiert un bagage aussi. Mais par ricochet, ben, ça me crée de la rétention. Et puis ça, je trouve ça magnifique. Parce que justement, les gens sont mieux formés. Et puis moi, le but, et puis au début, c'était quand même clair. C'est-à-dire qu'ils acquièrent des connaissances. Et puis s'ils vont ailleurs, d'autres vont... Moi, je crois sincèrement à ces synergies que si quelqu'un qui est formé, qui a l'expérience, qui s'en va ailleurs, mais il va nous apporter un autre employé ou une autre employée qui, par ricochet, va dire, ben, regarde, va là-bas, parce que... Puis moi, je le vois sur le terrain, là, honnêtement. Là. Donc, on voit que ça marche. Ça fait que... Michel, j'ai pas le choix de... Parce que je sais le parcours que tu as suivi. Fait que je me doute de la réponse, mais tu peux répondre ce que tu veux. Non, mais ça fait... c'est ça, j'ai fait le programme d'entrepreneur. Le programme élite à l'École d'entrepreneurship de Beauce en 2015-2016. C'est un gros investissement en temps et en ressources. Là. Oui, en temps et en ressources, oui. Puis surtout quand on est à Sept-Îles, puis on doit se rendre en Beauce à toutes les 6 semaines pendant 2 ans, pendant une semaine. Là. Mais faut d'entrée de jeu, tu as parlé un peu, on parlait des grandes entreprises, comment que, il reste quand même que Alumni Alouette, dans le fond, ils ont contribué à mon passage à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Fait qu'ils ils m'ont aidé financièrement dans le fond, à payer dans le fond les frais pour l'inscription. Fait que dans le fond aussi, ces grandes entreprises-là, ils redonnent aussi aux PME, fait que ça, c'est intéressant. Mais je dirais dernièrement aussi, j'ai suivi à distance, la formation à distance, le programme Unité, qui est beaucoup plus pour les chefs d'entreprise, pour se recentrer sur nous autres mêmes, puis voir un peu de mieux se connaître comme chef d'entreprise, mais aussi de nous aider à prendre des bonnes décisions,
à voir où est-ce qu'on est rendu dans notre cheminement. Fait que ça, c'est un programme qui existe, c'est à distance, mais ça, je pense qu'ils sont rendus, moi j'ai fait partie de la première cohorte, ils sont rendus à la 3e cohorte à l'automne. Fait que ça, c'est un programme qui est intéressant, fait que j'ai suivi. Et l'année passée aussi, toute l'entreprise au complet, moi j'avais un coach, mais j'en ai fait bénéficier à l'ensemble de l'entreprise aussi. Puis mon associé Chantal, ma conjointe, on a travaillé un peu sur les personnalités des cadres de l'entreprise, mieux se connaître, puis on a donné un titre à ce projet-là comme tel. C'était parce que moi, je veux être plus autonome. Je veux que les gens soient plus autonomes, mais moi, je veux être plus libre. Fait que là, dans le fond, c'était autonomie, fierté, puis plaisir aussi. Fait que c'est le thème qu'on s'était donné dans l'entreprise avec mes gestionnaires pour m'amener à me libérer un peu plus du temps, comme venait passer aujourd'hui, du temps avec vous autres, puis être sûr que mon entreprise fonctionne. Peut-être qu'en 2017-2018, j'aurais eu le téléphone, puis je suis excusé, il faut que je sorte ça, tandis que là, je suis pleinement dédié à ce que je fais présentement avec vous, puis j'accorde le temps qui est nécessaire à ça, comme quand que je fais du mentorat, parce qu'à Inédite, on est ensemble dans le programme de mentorat, bien, j'aime ça être pleinement dédié à ce que je fais avec les personnes avec qui je suis. C'est des choses que j'avais pas, que je me permettais pas avant. Puis aujourd'hui, je suis capable de me le permettre, justement, parce que je me consacre à ça. C'est un peu ce parcours-là avec une unité, puis aussi les cheminements que j'ai faits avec mon coach pour être capable de me dédier à des moments. C'est des beaux moments. J'apprends d'Evelyne aujourd'hui, j'apprends de Sam, j'apprends de vous autres. Fait que tout ça, c'est des beaux moments importants pour la vie d'un entrepreneur. Ça a été quoi l'impact sur tes équipes de travailler sur la personnalité? Parce que souvent, on veut développer les compétences de nos employés, mais le savoir-être est tout aussi important. Donc, ça a été quoi, toi, le résumé de ton expérience à travailler sur la personnalité de tes employés? Ça a été comme un peu... on a eu des belles choses qui ont sorti, comme des mauvaises choses aussi. Puis des choses aussi où il y a des personnes qui se sont rendues compte que, dans le fond, avec la personnalité qu'elle avait, pour faire le travail qu'elle faisait dans le poste qu'elle occupait, il fallait qu'elle travaille 10 fois plus fort. C'est comme des fois, tu demandais, je vais ramener ça un peu au hockey, là, tu demanderais à un plombier d'être sur la première ligne puis scorer des nets. Mais être un peu mal chaussé. C'est pas dans, c'est ça, c'est pas dans lui. Fait que si c'est pas dans lui, puis tu lui demandes de faire un job qu'il n'aime pas, ou que c'est pas Fait que là, des fois, on a eu des clashs, puis on a eu des belles découvertes. Fait que c'était à travers tout ça qu'il faut qu'on utilise ces outils-là pour voir où est-ce que notre personnel, on va les mettre, qui vont travailler dans le bonheur. Parce que quand tu es dans le bonheur, quand tu travailles dans le bonheur, tu es performant. Si tu n'es pas heureux, tu ne seras pas performant. Mm-hmm. Puis aussi, je ne sais pas si on va aborder le sujet plus tard, mais aussi pour le personnel étranger que j'ai fait venir, j'ai fait venir du personnel étranger. Je les ai tous fait passer le test de personnalité pour voir comment est-ce que j'allais les intégrer dans l'entreprise. Ah oui. Ça doit être payant aussi pour l'entreprise, mais là, tu vas le voir, j'imagine, avec le temps, mais c'est... Puis juste avant d'aller là, parce que je veux poser la question à Evelyne, qui a 5 ans, son entreprise a environ 5 ans, 2017, je calcule vite. 6 ans, en fait. 6 ans? Dans 2023, cette année. Ah oui. Je calcule pas vite. Je calcule pas vite. Dans ma 6e année, parce qu'on avait commencé en fin 2017. OK. As-tu poursuivi ton parcours de formation un peu? Tu sais, moi, je me rappelle les premières années, on n'a pas le temps en tant que start-up. Là. On fait juste exister. Bien, pas vraiment, en fait. C'est sûr que moi, je crois vraiment faire à la formation. Puis on se forme toujours un peu tout le temps. Bien, tu sais, un peu sur le fly, pas dans des programmes organisés. Puis, tu sais, on travaille beaucoup comme en équipe. Puis je dirais que moi, c'est autre chose qui se passe. Ce qui se passe, c'est que c'est plutôt des gens qui viennent me voir pour de l'accompagnement, des choses comme ça. Pas que je suis meilleure que personne ou quelque chose comme ça. J'ai zéro la science infuse, mais ça donne que j'ai été souvent, fait plusieurs années que je suis juge aux entreprises puis pour d'autres concours. Fait que j'ai vu passer peut-être une centaine de plans d'affaires dans plein de domaines. Fait que les gens, ils viennent me voir des fois juste pour que je lise leurs choses. Ou, tu sais, je peux te poser une couple de questions. Des fois, des gens qui veulent se starter, tu sais, localement, puis ils vont me faire un petit téléphone, puis des choses comme ça, juste pour le fun. Puis moi, j'aime ça faire ça. Fait que, tu sais, puis je suis senteuse. Je veux savoir ce que le monde fait. Mais tu sais, je donnerai leurs informations, mais tu sais, j'aime ça, faire ça, puis accompagner du monde, puis leur dire, hey, je pense que tu as une bonne idée, mais pense à ça, ça, ça. Ou tu sais, hey, ton idée, là, ouais, laisse-moi te souligner 2-3 points, puis tu me reviendras.
Parce que, tu sais, est-ce que ça te c'est permet là. aussi de te développer en tant qu'entrepreneur, d'être ben, en contact c'est avec ces sûr. jeunes entrepreneurs-là? Ben, aux c'est tellement idées, dynamique. C'est fastes, ça qui est là? le fun, là. C'est que c'est le dynamisme, c'est de voir, tu sais, qu'est-ce qui se crée des affaires comme ça, puis de voir des fois des portes, leur dire, hey, toi, là, tu as ce projet-là, top secret, ben contacte donc telle puis telle personne qui vont pouvoir, tu sais, s'accompagner un peu comme, tu sais, je veux dire, une toile d'araignée, tu sais, réseauter des choses comme ça. Puis moi, je trouve ça vraiment le fun, là, pour ça, là. Puis tu es sûrement très grand autodidacte parce que apprendre à faire du chocolat de la bean to bar en ish un an. Sans formation ou tu es allé Ah non, chercher ben, une je suis allée chercher une formation OK. après. C'est que Tu d'abord, n'as pas travaillé pendant 10 C'était ans. d'abord tu sais. Ben, ce que j'ai fait, en fait, c'est qu'on voulait faire un plan parce que notre local était trop petit, on voulait agrandir. Mais c'est pas parce que tu as le double d'espace que tu as nécessairement le double de clients. Hein? Fait que donc, ça nous prenait un attrait supplémentaire. Fait qu'on a réfléchi pendant environ 1 an à ce qu'on voulait faire. Puis on a sorti plusieurs plans de match qui étaient possiblement intéressants. Tu sais, genre, il n'y a pas 100 villes. Puis il y a des plans que c'était, ce plan-là, c'est impossible de rentabiliser, ce plan-là m'apparaît complexe, ce plan-là s'exporte pas bien. Tu sais, différents plans. Puis tu te dis, sais-tu quoi, le chocolat, on aime ça, ça serait utile pour nous de pouvoir fournir nous-mêmes notre chocolat de par nos barres de chocolat pour nos magasins. On a déjà un réseau de vente en ayant plusieurs boutiques. On dit, OK. Fait que là, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose qui est diversifié, qui n'existe pas dans la Grande Côte-Nord? Fait que là, on s'est dit, fabriquer notre chocolat, ça n'existe pas dans toute la Côte-Nord. La plus proche, c'est Carleton-sur-Mer, l'autre bord du fleuve. Après, c'est Montréal, tout ça. Fait que moi, ce que je fais, avant d'investir des grandes sommes, tu sais, je me trouve des fèves, je me forme autodidacte, je me prends des machines amateurs pour tester à la maison. On aime ça, c'est bon. À ce moment-là, tu prends une vraie formation pour être un genre de sommelier du chocolat, pour vraiment apprendre à transformer l'affaire puis à goûter, à reconnaître les goûts avec des chocolats de partout dans le monde. Puis là, tu es formé. Ça permet d'aller confirmer. Mais tu sais, je commence pas par une formation qui vont me passer 6 pieds de ça à la tête parce que je connais pas assez le chocolat pour même apprécier la formation. Ça me prenait comme un bon genre 8 mois d'autodidacture, tellement un beau terme, avant de vraiment comme apprendre à faire du chocolat. Puis ensuite, on regardait, OK, comment on va monter notre projet d'usine, de Chocolate Factory, pour créer ça, pour au final avoir du chocolat, puis former mes employés, et ainsi de suite. Tu abordes le sujet, puis on n'a pas le choix. On est avec vous aujourd'hui. Vous êtes des multi-entrepreneurs. Puis moi puis Anne-Édith, on a seulement une entreprise. Donc, Seulement une entreprise. Donc, Mais toute une. non, mais Ça, donc la diversification. Pourquoi? Pourquoi avoir plusieurs entreprises, finalement? Parce qu'on peut se diversifier à l'intérieur de notre entreprise. Mais là, de dire, ben moi, je vais être actionnaire de plusieurs entreprises qui n'est pas nécessairement dans les mêmes domaines, quoique vous pourriez me dire, vous pouvez peut-être me dire qu'il y a des... C'est sûr qu'il doit y avoir des liens. Comment vous vivez ça? Pourquoi vous avez trop de temps dans votre avoir pris journée? cette décision-là? Ben, dans mon cas, personnellement, c'est l'hyperactivité. Je suis hyper actif. Je ne dors pas beaucoup. Je suis né comme ça. OK. Donc, moi, il ne faut pas que je m'en... Il y a beaucoup... Ça, c'est plus très pourquoi curieux. pas. C'est plus pourquoi pas. Pourquoi je le ferais Il y a une pas? curiosité en toi qui éveille ce besoin-là de faire plein de choses. Mais il y a aussi les opportunités. Ouais. Pour être honnête, en immobilier, moi, c'est vraiment un ami qui est entrepreneur depuis des années, Benoît Leblanc, qui est de la ferronnerie Sept-Îles, pour ne pas le nommer, qui m'avait dit, mais lui, il voyait ça, les Flying Flowers qui commandent, Hassan, c'est intéressant de rendre... Donc, moi, c'est un conseil que j'ai suivi. Et puis, parce que tu as plusieurs immeubles. Tout à fait. Et puis je suis rentré avec Christophe, qui est un ami que j'ai dit, l'immobilier se découle, on a commencé ensemble. Et lui, il est rendu très très loin. Mais moi, j'ai quand même conseillé, parce que mes enfants étaient très jeunes, il fallait que je me calme aussi, parce que le train est très prenant. Donc, lui, je l'ai laissé lui se développer, et puis moi, de manière très restreinte. Et par contre, pour SAS l'entretien, c'est parce que c'est ma fille que j'ai aidée dans son nouvelle entreprise et qu'elle a décidé d'aller poursuivre ses études. Donc, il y a l'opportunité de racheter ses parts parce que je vois le potentiel de l'entreprise, donc où j'ai investi. Donc, c'est 3 entreprises qui n'ont pas de lien, en fait, aucun ensemble. lien, Donc, du 3 tout. entreprises distinctes. Mais sauf qu'on est en train justement de bâtir un plan pour justement créer une synergie. OK, il y a une intention de créer une synergie. Il y a l'intention synergie. de faire, et puis on va le faire. Donc, il n'y a pas une intention, on va le faire. Donc, on est en train de le bâtir tranquillement. Donc, pour pouvoir... Parce que justement, mon ami Christophe, donc lui, il fait venir des travailleurs étrangers.
Donc, Il y a toute nous, cette on nouvelle dynamique-là c'est ça. Et puis aussi moi, sur la au sein Côte-Nord. du restaurant, je recrute. Donc, j'ai travailleurs. commencé par un employé. Donc, là, OK. donc, on a bénéficié aussi. Donc, l'entreprise, là, on veut le rendre ailleurs. Donc, là, d'aller recruter là, lui qui recrute, moi dans la restauration, dans l'immobilier, bon, des travailleurs qu'on peut... En tout cas, on est en train de Il y a comme une synergie clairement créer une qui synergie. Donc, peut c'est ça. créer avec le contexte Exactement, économique dans tout à fait, lequel tout à fait. on est en ce moment. Puis avec les travailleurs étrangers, comment Absolument. ça se passe? Mais ça se passe très bien. Mais justement, l'intégration dont vous parlez tantôt, moi, je trouve ça intéressant parce que moi, justement, c'est M. Poliquin que j'ai dit de venir Marc Poliquin, comme oui. le premier qui est arrivé, donc il vient des îles de la Réunion. Mais je trouvais ça important, justement, le travail d'intégration. Donc, au sein même de l'entreprise, avant, donc, il faut parler, donc discuter, puis les employés aussi, comment ils vont pouvoir travailler ensemble, donc que chacun connaisse un peu, parce qu'il y a une question de culture aussi. Donc, lui, il vient d'un autre pays. Et lui, ce que je voulais, c'était de faire de la boulangerie, pâtisserie. Donc, lui, sa spécialité, c'est un artisan boulanger, pâtissier. Mais le temps qui arrive, le temps que j'ouvre l'autre entreprise, ben, il fallait qu'il travaille. Donc là, il fallait qu'il travaille avec nous. Donc on a ouvert un volet déjeuner qu'on n'avait jamais fait parce que moi, il fallait qu'il travaille. Ah oui. Donc, c'est ça. Donc, Les employés ont amené d'autres opportunités ouais, d'affaires. mais il fallait C'est intégrer intéressant. ça, donc que tout le monde puisse travailler ensemble. Donc, je trouve que c'est important. Donc, et puis là, on a des gens qui viennent de la Colombie, d'autres qui viennent de Philippines, donc l'anglais. Donc là, on est dans le Duolingo, et puis on traduit. Et puis mais Avec une c'est application magnifique. de langue. C'est Ouais. magnifique parce que ça crée des synergies extraordinaires. Michel, est-ce que les travailleurs étrangers font partie du plan de croissance de ton entreprise ou c'est pour éviter C'est de... ce qui va sauver l'entreprise. C'est ce qui va sauver l'entreprise. Je veux dire, aujourd'hui, c'est les gens qui ont la main-d'œuvre, c'est eux qui vont passer au travers. Ouais. Comme je disais tout le temps, on peut construire une entreprise sans argent, mais une entreprise sans employés ou sans personnes, c'est impossible. Moi, demain matin, je peux partir de zéro, d'une scène noire dans mon portefeuille, puis je vais avoir 7-8 personnes. Je vais être capable je vais aller me chercher du financement, organiser mes affaires, puis vous allez voir, je vais vous lever une entreprise, ça sera pas long. Mais tu as bien beau avoir 1 million dans ton compte de banque, si tu personne qui veut travailler avec toi et pour toi et en collaboration, tu ne passeras jamais au travers. Fait que la main-d'œuvre aujourd'hui, c'est. Puis moi, l'arrivée de ces travailleurs étrangers-là, c'est venu sécuriser une bonne partie de mon entreprise au niveau sinistre. OK. Puis c'est ça, c'est un enjeu important. Puis après ça, ben c'est sûr que quand tu en fais venir quelques-uns, ben aussi, il faut que tu penses. Tu peux pas dire, ben c'est beau, tu t'en vas chez vous. Tu vas faire du chômage pendant 1 mois. Là, tu l'as fait venir de l'autre bout du monde. Puis il faut on parlait d'opportunités puis de flairer les choses. C'est qu'il faut que tu lui trouves du travail. Il faut que tu t'assures qu'il travaille. Puis, tu sais, on voit... Travail et qui se loge aussi. Faut Parce que loger, toi c'est aussi, un tu as autre- été dans C'est l'immobilier ça. pour Ouais. permettre à tes employés d'avoir un logement. Parce qu'on sait qu'on vit quand même une crise du logement Ben, en assez partie, difficile un peu c'est partout un sur la autre- Côte-Nord. C'est un peu... C'est pas de l'intégration vraiment, c'est plus quelque chose qui était... Dans le fond, j'avais mes locaux, dans le fond, pour mes entreprises au niveau commercial. OK. Puis là, ben finalement, quand je savais qu'avec les prix des logements et tout ça, que j'allais accueillir des gens, ben, on a fait l'acquisition d'un premier bloc. Puis après ça, ben, on a ajouté des petites choses, là, mais c'était justement pour... l'objectif, au départ, c'était pour accueillir ces gens-là qui venaient de l'étranger. Dans le fond... Sam me parlait de la langue. Pour nous, on travaille dans les résidences des gens. Fait que pour nous, le français, c'était important. Fait qu'on on est allé recruter aux endroits où les gens avaient quand même une bonne base en français. Fait on a des Africains, on a des Tunisiens. OK. Puis le français n'est pas il est maîtrisé, mais pas à 100%, mais on est capable de bien communiquer. Parce que quand tu arrives dans un sinistre, un dégât d'eau, un feu, peu importe, les personnes sont souvent en panique. Fait qu'il faut qu'on soit capable de communiquer les bonnes informations à ces gens-là. Fait que ça, c'était important pour nous autres, la langue, mais aussi les accueillir, oui, Anédite, il fallait qu'on soit capable de les intégrer, les accueillir, puis s'assurer que ça fonctionne. C'est un succès, c'est un investissement, mais faut que ça soit, si tu veux que ça soit un succès, ben, il faut que tu penses à tout. Et Ben, pourquoi plusieurs entreprises? Si on vas-y, vient, le temps file. Plusieurs mais- entreprises. Ouais. Moi, de mon côté, c'est un concours de circonstances. La première, la bannière au niveau de la location d'auto, je l'avais quand j'avais mon autre entreprise. Et j'avais ma compagnie de gestion aussi. Fait que
même si je travaillais à salaire, je brassais des petites choses pour le fun. Puis après ça, ben moi, quand j'ai quitté, dans le fond, à l'entreprise pour laquelle j'étais directeur général, c'est quand même une entreprise là, où on a eu au-dessus de 200, 250 employés. C'était quand même assez gros. Fait que je m'étais dit, je vais être capable d'avoir 2 ou 3 petites PME. Mais chaque petite PME, ça amène, même si c'est petit, ça amène quand même... Ça amène beaucoup d'énergie. Oui, beaucoup d'énergie. Je pensais, ça va être pas si pire à gérer. Puis après ça, l'autre, pour terminer là-dessus, laisser la place à Evelyne, c'était vraiment, je disais, s'il y en a une qui va moins bien, l'autre va être là, ça va créer un équilibre. Moi, je suis tout le temps compétitif, fait que ça se peut pas qu'il y en ait une qui est moins bien. Il faut qu'elles aient toutes bien, sinon, je suis malheureux, je suis pas bien. J'en ai qui ont battu de l'aile un peu ou que c'est moi. Fait que ça me rend malheureux plus qu'autre chose. Fait que c'est pour ça que au fil des ans, je suis en train de faire des choix puis de me recentrer sur peut-être une ou deux choses, mais sans plus aussi. Puis on vieillit aussi. Là, je suis pas jeune. Là. Je devrais atteindre 35 ans l'année prochaine. Fait que... Oui, je comprends. C'est pas facile, ces âges-là. C'est pas facile. T'as plus grisonné que moi, mais... T'as plus grisonné que moi. Moi, je suis encore jeune. Puis Evelyne, tu sais, on a senti tantôt d'en parler, une intention d'intégrer tout ça aussi. Là. C'est des entreprises qui se parlent plus, là. Oui, bien c'est sûr que nous autres, c'est plutôt comme de l'expansion, là, se rajouter plutôt comme des branches, là, un peu se diversifier, mieux servir la population, voir aussi, cette chose-là, ça marche vraiment, je devrais en faire une chose à part. T'sais, c'est un peu, mettons, comme ça là, qu'on a évolué, puis vraiment, c'était de réussir à se diversifier aussi pendant la pandémie, d'être un peu plus côté production et moins vente directe, d'avoir comme, mettons, différents comme chapeaux. Ça permet en même temps de s'équilibrer, de s'assurer que si, par exemple, en janvier, on fait moins ici, mais on pourra faire plus de production, pour avoir dans la distribution, finalement, c'est d'être tributaire de fournisseurs, mais de produire soi-même son produit. Exactement. Ça permet, dans le fond, de se diversifier, de se donner comme plusieurs cordes dans notre arc, là, que nous, on trouvait ça important. Puis c'est un peu comme ça qu'on a pris notre expansion, là. C'est important pour toi d'avoir plusieurs entreprises, justement, de fabrication de chocolat, que ce ne soit pas Renard Bleu qui... Techniquement, c'est une seule entité. OK. Une méga entité, qui chapeaute, en fait, toutes ces beaux... on avait regardé si c'était mieux de le faire à part ou intégré. Pour au final, les avantages étaient vraiment mieux si c'était une partie de Renard Bleu et non quelque chose à part, là. Qu'est-ce qui a fait partie de cette décision-là? Ça a été quoi les différents en éléments fait, c'était juste dans le fond financier. C'est que si ça embarquait dans l'entreprise Renard Bleu, je profitais déjà de ma réputation, au niveau, mettons, des banques, tout ça, d'avoir déjà, comme, mettons, un cash flow, d'avoir déjà mes choses. Je pouvais comme continuer sur ça. Tandis que si c'était un projet à part, là, ils nous disaient, vous pouvez pas vous faire un projet puis demander, mettons, un prêt pour votre équipement de machine parce que vous avez déjà un prêt qui est l'équipement que vous avez acheté quand vous avez ouvert Bécomo. Fait qu'on est comme, là, c'est parce que c'est un projet à part. Puis on disait, vu que c'est un projet nouveau, on ne vous connaît pas. Donc, on ne vous fait pas confiance. Puis je suis comme, voyons. On avait comme une situation, genre d'œuf et de poule, un peu comme ça. Je ne me rappelle pas trop des détails, ça fait quand même 2 ans et demi. Mais c'était un peu ça. C'est qu'ils disaient que si c'est à part, ils ne nous connaissent pas. Mais que si c'est dedans, désolé, tu as déjà quelque chose pour quand tu as ouvert, tu as acheté ton équipement de base. Je peux pas. Tu sais, c'était bizarre. Puis tu parlais tantôt, tu avais parlé, je ne sais pas si on peut poser des questions. J'espère. Absolument, oui. Quand tu as parlé, c'est venu me chercher par rapport à l'espace local, faut parce que tu as été plus grand, comment tu as géré ça à travers tout ça, parce que ça te prend tes porte-quartiers, tes Bécomo, c'est-il tout ça au niveau des locaux, puis tu as du stock qu'il faut qu'il rentre dans l'entreposage, tout ça. Bien, c'est en masse assez grand, en fait. Là. C'est qu'on a vraiment, en prenant l'expansion, moi, ce que j'aime, là, je trouve que c'est mon local préféré. Quand les gens veulent faire des petits tournages, toujours venir à Port-Cartier, je trouve que c'est le local qui est... Ma boutique de Bécomo est plus jolie. Sorry, Port-Cartier. Mais dans le Renard Bleu de Port-Cartier, la section qui est Renard Bleu, la section bonbonnerie et ce qui est la section chocolaterie, qui est une section qui est fermée, que les gens peuvent regarder l'usine par la fenêtre, bien, tu sais, c'est bien divisé. J'aime vraiment ça que le côté bonbon soit vraiment comme dans l'espèce de L, la pâte du L, puis que le renard soit dans la partie initiale. Tu sais, je trouve ça vraiment facile aussi, comme au niveau de la gestion client, du côté bonbon, ils ont le droit de mélanger tous les bonbons ensemble, mais du côté renard, on ne veut pas que tu mélanges tes noix. C'est ça, parce que c'est pas tout au même prix. Fait que, tu sais, il y a une facilité aussi au niveau de la gestion, de dans quelle zone tu es. Fait que, tu sais, je trouve que ça, lui, est parfait au niveau de la forme. Je ne sais même pas si ma question était de géométrie, mais c'est ça que j'ai répondu. Comprendre, oui, c'est ça, comprendre un peu
de l'espace nécessaire aussi que ça prend, parce que c'est vrai que des fois, tu voudrais tout plus grand. Ouais. Puis tu voudrais, mais en même temps, c'est tes frais fixes aussi. C'est un qui peu viennent Tetris Fit chez nous. Ouais. Mais très cartésienne. Moi, je trouve Evelyne, là, très cartésienne. Oui. Genre, j'ai un local, j'ai de l'espace, qu'est-ce que j'en fais? Puis j'analyse les trucs. Ça ferait sens, ça fonctionne, ça va venir nourrir mon projet. C'est parce qu'en même temps aussi, si je veux déplacer des meubles, il va falloir que je le fasse moi-même. Fait que je trouve aussi bien de réfléchir puis de mesurer avant de commencer à pousser là-dessus. Bonne idée. Mais la gestion de l'espace reste une question de coût aussi, de comment on vit avec notre espace, comment on l'utilise, quel projet Tu as aussi vécu ça, toi aussi, on dans fait. ton entreprise? L'entreposage, oui, bien, on a débuté chez moi, tu t'en rappelles, c'est ça. On a débuté dans une petite chambre, puis là, ça débordait dans mon salon. Moi, je voulais même plus cuisiner à la maison parce que je me disais, je veux pas que les odeurs. Je voulais pas que ça de friture, en tout cas. les vêtements. Non, mais ça, c'est sûr que non. Là, C'est un peu l'oignon, mon chandail Kaplan. Ça, c'était fini dès le début de l'entreprise. Oui. Puis après ça, ben là, il y a des. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est ça, il y a des ressources. Puis après, ben c'est l'histoire de bien s'entourer. Puis il y a des partenaires d'affaires avec qui, un partenaire d'affaires avec qui je fais affaire maintenant, qui est vraiment merveilleux. Donc, je vois que le temps file. Il y a justement nos amis du groupe Nurture qui nous font signe. Il y a une question qu'on pose à tous les invités. Pour nous, c'est important de poser cette question-là parce que ça nous ramène à l'importance de la communauté. On a pu en discuter un petit peu tout au long de notre discussion, mais beaucoup au début. Qu'est-ce que vous souhaitez léguer à la Côte-Nord? Qu'est-ce que vous souhaitez léguer en tant qu'entrepreneur et en créant des emplois, en créant des services dans notre communauté? Qu'est-ce que vous voulez laisser finalement? Moi, il faut que je rende hommage à quelqu'un aussi. Madame Dine Lejeune qui m'a recruté au restaurant chez Omer. Moi, je suis rentré là comme assistant gérant. Ouais. Mais elle m'a tout appris. Ouais. Tout ce que j'ai appris à l'université n'a rien à voir avec ce qu'elle m'a appris. Elle m'a appris à compter, à bien faire des choses, à bien utiliser les produits, parce que les fruits de mer, c'est tellement fragile. Et tout ce legs-là, ma belle-mère qui travaille là, donc il y a plein de gens qui ont travaillé là, faire les tartes faites maison, la tarte au coconut, Donc moi, c'est tout ça. J'aimerais que ça perdure et je me battrais pour que ça perdure. Pour le transmettre? Ah oui. Transmettre ce que tu as appris, oui, ce que j'ai appris, ce que j'ai aimé aussi. Ouais. Ça, c'est quelque chose que c'est focal pour moi. Finalement, tu étais fasciné. Tu disais en début de discussion que tu étais fasciné par l'histoire de cette île. Puis maintenant, tu en fais partie. C'est beau quand même. Oui. Tu l'écris, cette histoire-là aussi, à ta façon. C'est facile pour moi. Pour moi, j'ai toujours dit cette île, c'est un paradis. La Côte-Nord, moi, je crois que c'est un paradis sur Terre. Je crois. Mais le revers, c'est que je ne sors plus la Côte-Nord. Ça, c'est un peu plus compliqué pour ma famille. C'est ça, les paradis. Hein? On ne veut pas quitter le paradis. Je ne jamais. Ah, c'est touchant ce que tu dis. Et toi, Michel? Moi, c'est pareil que mes entreprises continuent. Mais comme entrepreneur, on veut tous laisser sa trace. Puis, tu sais, même si je retourne à Vétérинité, je retourne à Pentecôte, je vois des gens que j'ai côtoyés dans le temps, ou même dans les arénas, je vois des jeunes qui ont eu les premiers jobs à Pentecôte. Moi, c'est ce qui me fascine le plus dans mon usine. Puis, je suis allé chez au camp Amé à IOC, des jeunes qui ont commencé à travailler pour moi comme milleraide, qui sont rendus des gestionnaires. Fait que moi, ce qui me fascine le plus, dans le fond, c'est oui, je veux laisser des entreprises qui fonctionnent dans la communauté, mais en même temps, c'est de voir, même s'ils ne travailleront plus chez nous, peu importe, c'est de voir des gens qui vont construire ailleurs. Laisser la formation, laisser l'intégration que j'ai faite de ces personnes-là, puis qui vont dire, on a appris à cette île chez Stématique, puis on est rendu ça arrive sud, en Gaspésie, puis on a une autre entreprise, mais c'est cette trace-là, dans le fond, à travers les gens que je veux laisser. Les gens qui soient de la Côte-Nord ou de l'extérieur qui sont venus travailler. On parlait de personnel étranger, peu importe. Du jour au lendemain, ils se retournent dans leur pays, puis t'as appris à faire ça où, à cette île? Fait que pour moi, ça, c'est une belle trace. C'est vraiment une empreinte que je veux laisser à travers les travailleurs ou les gens avec qui j'ai côtoyé, autant chez Stématique que mes autres entreprises. Oui.
C'est touchant aussi. Evelyne, Vraiment, maintenant que je calcule ouais. bien, en 6 ans, on a-tu le temps à penser à sa trace? Oui. Bien, c'est sûr que moi, j'ai très envie que mes entreprises continuent sur le long terme, mais je dirais que ce que je veux léguer, au cœur de mes entreprises, c'est l'éco-responsabilité, puis on n'en a pas parlé parce que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais moi, ce que je veux léguer, c'est en fait un avenir qui est plus vert, moins de déchets, puis une planète comme en santé, puis c'est un peu ça, dans le fond, nous autres, qu'on veut comme legs, c'est qu'on continue d'améliorer vers un avenir plus vert un peu, là. Des habitudes de consommation différentes. Absolument. C'est vraiment... C'est vraiment intéressant. Merci énormément d'avoir pris le temps aujourd'hui de venir discuter avec nous. Je pense que c'est des discussions qui sont importantes. En même temps, qui peut, on l'espère, peut-être en inspirer d'autres à créer, à entreprendre sur la Côte-Nord parce que notre région aura jamais trop d'entrepreneurs. Non, on n'aura jamais trop de projets non plus. Puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est très diversifié, mais en même temps, il y a un être humain en arrière d'une entreprise. Puis on ne peut pas savoir tout le travail aussi qu'il y a derrière une entreprise. Puis ça, je trouve ça... Ça nous aurait pris quelques heures de plus. Absolument. Oui, hein? Quelques Oui, verres. 3 drinks de plus. Passer au travers de tout ça. Mais Exactement. on peut continuer par après, mais Ben pas oui. de problème. Absolument. Mais ça a passé très vite. Hein. Oui, hein? Oui, ça passe vite. C'est une belle discussion. Un immense merci tout le monde. Ouais, c'est nourrissant aussi. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir été là. Merci d'avoir écouté cette belle discussion-là. On l'espère vous avoir diverti, vous avoir peut-être appris des choses, vous avoir communiqué aussi des choses que peut-être qui va susciter la discussion également dans nos réseaux. On peut rappeler que le podcast Le Caplan roule sur le territoire est une présentation en fait, est présenté en collaboration avec la SADC Côte-Nord, la SADC Manicouagan, la SADC Haute-Côte-Nord également. Le segment Boile Côte-Nord qui a été présenté par Tourisme Côte-Nord. Puis un immense merci à nos 3 commanditaires, en fait, pour le podcast ici à Sept-Îles. Stigmatique, qui est ici présent. Coaching Côte-Nord, qu'on a parlé tantôt aussi. Puis Timmy et Tilou, qui était... Qui nous présenter, en fait, leur magnifique verre et boisson à l'argousier, un petit fruit de chez nous. Et sans qui ces commanditaires-là, on n'aurait pas pu, en fait, se promener. On n'aurait pas pu rouler sur le territoire. Donc, vraiment, un grand merci pour vos commandites et votre appui. Puis on rappelle ça comme moi aussi dans la restauration, ben on aime ça le pourboire. Puis le pourboire des gens en podcast, c'est des étoiles, des commentaires, des likes, partager. On est sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Spotify, il en manque un. YouTube. Il en manque 1, 2, 3 peut-être. Mais on est partout. Donc, commentez, partagez. Puis on va vous répondre aussi. Fait n'hésitez pas là, si vous avez des questions qui s'ensuivent. On aime ça, pouvoir échanger avec vous. Voilà. Et merci à Olivier et Dylan qui sont en arrière des caméras qui enregistrent notre discussion. Merci, André. Merci, Nédith. D'animer ces belles discussions-là avec moi. Et on se met en route pour le prochain. On se met en route pour le prochain. On ne sait pas si on va plus vers l'est vers l'est ou l'ouest. On va pouvoir suivre. discuter de tout ça. Merci à tous d'avoir été là. Merci.